vois, Dieu veille sur nous. On est ok, on est solide. Lone Survivor, analyse et explication complète du film. Ces analyses et explications abordent en profondeur le film Lone Survivor réalisé par Peter Berg et porté par Mark Wahlberg. Le film s'ouvre sur une séquence d'introduction calme, presque pastorale, qui contraste violemment avec la violence à venir. Cette introduction sert à établir la normalité et l'humanité des personnages principaux avant leur plongée dans l'enfer. On y voit les Navy SEALs dans leur vie de caserne, partageant des moments de camaraderie simple. Cette normalité est cruciale car elle ancre ces hommes non comme des super-soldats invincibles, mais comme des individus avec des personnalités distinctes, des attaches et une vie en dehors du combat. Cette humanisation précoce rend leur épreuve future d'autant plus poignante et douloureuse pour le spectateur. Le film s'ouvre sur une séquence d'introduction calme, presque pastorale, qui contraste violemment avec la violence à venir. Cette introduction sert à établir la normalité et l'humanité des personnages principaux avant leur plongée dans l'enfer. On y voit les Navy SEALs dans leur vie de caserne, partageant des moments de camaraderie simple. Cette normalité est cruciale car elle ancre ces hommes non comme des super-soldats invincibles, mais comme des individus avec des personnalités distinctes, des attaches et une vie en dehors du combat. Cette humanisation précoce rend leur épreuve future d'autant plus poignante et douloureuse pour le spectateur. Le contexte de l'opération Red Wings est brièvement mais efficacement planté. Le film évite un long exposé géopolitique pour se concentrer immédiatement sur la mission et les hommes qui vont la mener. Cette approche place délibérément le point de vue du spectateur à hauteur d'homme, dans les bottes des SEALs, pour qui la mission concrète prime sur les considérations stratégiques globales. La présentation des personnages est rapide et efficace. Marcus Luttrell, le narrateur et pilier, Michael Murphy, le leader calme et décidé, Danny Dietz, le communicateur tenace, et Matthew Axelson, le tireur d'élite froid et compétent. Leur alchimie est palpable dès les premières scènes. La séquence d'entraînement des BUD-11, bien que brève, est un élément narratif essentiel. Elle n'est pas là pour montrer simplement leur force physique, mais pour établir l'état d'esprit des SEALs, la résistance à toute épreuve, la ténacité et la fraternité indestructible forgée dans la souffrance partagée.
Ce court passage sert de clé pour comprendre pourquoi ils se battront jusqu'au bout l'un pour l'autre plus tard. Le film utilise ensuite un montage préparatoire à la mission, montrant l'étude des cartes, le briefing et l'équipement. Cette séquence technique contribue au réalisme et instille un sentiment de précision et de professionnalisme, rendant l'échec à venir non pas comme une erreur d'amateur, mais comme une conséquence tragique du hasard et d'un dilemme moral. Le cœur dramatique du film réside dans le dilemme moral face aux bergers afghans. Cette scène est longuement développée et constitue le pivot intellectuel et éthique de tout le récit. Chaque option est débattue avec une intensité froide. Tuer des civils non combattants pour garantir la sécurité de la mission et de l'équipe contre les risques juridiques, médiatiques et moraux que cela implique. Le film ne présente pas de solution facile. Il montre des hommes extraordinairement entraînés paralysés par un choix impossible, pris entre leur instinct de survie, leur code d'honneur et les règles complexes de la guerre moderne. La décision de les relâcher, prise par Murphy, est montrée comme un acte de conscience morale, mais aussi comme le déclencheur direct de la tragédie. La tension monte de manière palpable une fois les bergers relâchés. Le film utilise le silence, les regards, l'attente. La soudaineté de l'attaque talibane est d'autant plus brutale. Le combat qui s'ensuit est un chef-d'œuvre de cinéma de guerre immersif. La caméra devient tremblante, chaotique. Les sons sont assourdissants et précis, le sifflement des balles, le craquement des os, le souffle haletant des hommes. Il n'y a pas de musique héroïque, seulement le bruit brut du combat. L'objectif de Peter Berg est clair, faire vivre aux spectateurs la confusion, la peur et la douleur physique des soldats. Chaque chute, chaque impact de balle est filmé pour être ressenti dans sa matérialité brute. La tactique de repli est un élément central de la séquence. Les SEALS ne sont pas montrés comme des dieux de la guerre faisant des centaines de victimes. Ils sont en infériorité numérique écrasante, acculés, et leurs compétences se manifestent par une résistance organisée et une tentative désespérée de trouver une position défendable. Leurs blessures sont progressives et débilitantes. La radio qui ne passe pas, incarnée par les efforts héroïques et répétés de Danny Dietz, devient un personnage à part entière, un symbole de l'isolement et de l'impuissance face à l'étau qui se resserre. La mort de chacun est un choc violent, filmé sans fioriture ni glorification, comme une disparition brutale et définitive. Le sacrifice de Michael Murphy, qui grimpe sur un promontoire exposé pour tenter d'établir un contact radio, est une scène iconique filmée avec une lenteur tragique. On voit Murphy, parfaitement conscient de se sacrifier, attirer tous les tirs ennemis sur lui pour donner une chance à ses hommes. C'est l'apogée du thème du sacrifice fraternel qui parcourt tout le film. Sa mort n'est pas instantanée. Il continue à se battre, tenant le combiné, jusqu'à ce qu'il soit finalement fauché. Cet acte de bravoure extrême, documenté et récompensé à titre posthume par la Medal of Honor, est représenté avec un réalisme poignant qui évite tout pathos excessif. La descente aux enfers de Marcus Luttrell, désormais seul survivant, est une épreuve physique pure. Sa fuite, ses chutes vertigineuses dans les ravins, sont des moments de cinéma physique brut. Le corps de Mark Wahlberg, et par extension celui de Luttrell, devient un paquet de chair et d'os brisés, roulant sur les rochers. Ces chutes sont presque insoutenables à regarder, tant le film réussit à transmettre la douleur et le traumatisme physique. Luttrell, miraculeusement vivant mais gravement blessé, trouve refuge près d'un ruisseau. Le film entre alors dans une nouvelle phase, plus lente mais tout aussi tendue. Celle de la survie solitaire, de la lutte contre la douleur, la soif et la poursuite incessante. Le tournant humaniste crucial du récit est l'intervention des villageois Pashtuns, menée par Mohammad Gulab. Cet acte brise la dichotomie simpliste américain vs afghan. Gulab agit selon le Pashtunwali, un code d'honneur ancestral qui impose l'hospitalité et la protection de celui qui demande asile, même un ennemi. Le film montre la résistance et les débats au sein du village, les risques énormes qu'ils prennent en défiant les talibans. La relation qui se noue entre Luttrell et Gulab, faite de peu de mots mais de respect mutuel, est l'un des éléments les plus puissants et nuancés du film. Elle apporte une lueur d'humanité dans un récit par ailleurs très sombre. L'ultime assaut des talibans sur le village est filmé comme un dernier bastion de résistance. Les villageois, des fermiers pour la plupart, se battent aux côtés de Luttrell pour défendre leur honneur et leur hôte. La séquence est chaotique et désespérée. L'arrivée des renforts américains, déclenchée par le signal de détresse finalement capté, est un moment de soulagement intense, mais pas de victoire. Elle est traitée avec une urgence et une violence qui rappellent que le sauvetage lui-même est un combat. La mort de plusieurs soldats dans l'hélicoptère CH-47 Chinook abattu est rapidement évoquée, rappelant le coût total et terrible de l'opération. L'épilogue et le montage final suscitent le débat. Le film se conclut sur des images réelles des 4 SEALS et des soldats du Chinook morts durant l'opération, accompagnés d'une chanson patriotique. Pour ses défenseurs,
c'est un hommage nécessaire et émouvant aux hommes tombés, recentrant le récit sur son essence de mémorial. Pour ses détracteurs, ce montage bascule dans un ton nationaliste et émotionnel qui peut sembler propagandiste, évacuant les questions plus complexes soulevées plus tôt. Le film ne propose pas de réflexion politique sur la guerre d'Afghanistan. Il est un hommage viscéral à la fraternité d'armes et au sacrifice. La performance de Mark Wahlberg en Marcus Luttrell est celle d'un homme résilient, têtu et profondément loyal, plutôt que d'un héros surhumain. Sa performance est physique mais aussi émotionnellement retenue, montrant la détermination et la peur contenue d'un soldat d'élite. Taylor Kitsch apporte une autorité calme et tragique à Michael Murphy. Ben Foster, en Axe, incarne la froideur professionnelle et la loyauté féroce du tireur d'élite. Emile Hirsch, en Danny Dietz, montre la ténacité et la vulnérabilité croissante du communicateur qui ne peut accomplir sa mission vitale. Le style de réalisation de Peter Berg est documentaire et frénétique. Il utilise beaucoup de caméras à l'épaule, de plans serrés sur les visages paniqués ou déterminés, et de longs plans séquences pendant le combat pour maintenir l'immersion et la confusion. Le montage, rapide et haché pendant l'action, contraste avec des moments de calme presque oniriques. La bande-son, primée, est un élément clé. Elle isole les bruits de la respiration, des impacts, des armes, créant une cacophonie réaliste qui plonge le spectateur au cœur de la bataille. La représentation des talibans mérite une attention particulière. Le film les dépeint essentiellement comme une force anonyme, menaçante et nombreuse. Ils ont peu d'individualité, à part le chef Ahmad Shah, présenté comme un antagoniste cruel. Ce choix narratif sert l'immersion du point de vue des SEALS, pour qui l'ennemi est une menace diffuse et omniprésente. Cependant, cela a été critiqué comme une simplification, empêchant toute nuance sur la nature du conflit et des motivations adverses. Le film est incontestablement narré du côté américain, même s'il intègre la figure positive de Gulab. La confrontation du film à la réalité historique est un point important. Lone Survivor est basé sur le témoignage de Marcus Luttrell. Des divergences existent avec les rapports officiels. Le nombre d'assaillants talibans est un point de débat majeur. Le film montre des dizaines d'hommes, tandis que les estimations des renseignements militaires évoquent un groupe beaucoup plus réduit. Certains détails tactiques ont été condensés ou adaptés pour la dramaturgie. L'intention était moins un documentaire exact qu'une recréation de l'expérience subjective et traumatique de Luttrell. Le thème central de la fraternité est le moteur émotionnel du film. La devise « Never leave a man behind » n'est pas un slogan mais une vérité vécue. Chaque homme se bat, souffre et meurt en pensant aux autres. Le sacrifice de Murphy pour appeler les renforts, la tentative désespérée de Luttrell et Dax pour sauver Dietz, sont des manifestations de ce lien sacré. Le film suggère que cette fraternité est ce qui donne un sens à l'horreur, et ce qui pousse Luttrell à continuer à vivre et à témoigner. Le thème du chaos et de l'échec est également fondamental. Contrairement à de nombreux films d'action, la mission ici est un échec catastrophique presque dès son commencement. La compétence des SEALS ne suffit pas à contrer la malchance, la géographie impitoyable et les conséquences d'un choix moral. Le film montre comment, malgré la planification parfaite et l'entraînement ultime, la guerre reste un domaine de friction, de hasard et d'horreur. Cette représentation de l'échec militaire est l'une des plus brutales et respectueuses du public. La dimension morale persiste tout au long du film. Le dilemme des bergers entre chaque scène qui suit. Le spectateur est invité à se demander « Que aurais-je fait ?» La décision prise, bien que moralement juste selon les conventions de la guerre, conduit au désastre. Le film pose une question amère. Dans l'extrême brutalité du combat, une action éthique est-elle un luxe mortel ? Il ne donne pas de réponse définitive, laissant cette amertume et cette interrogation planer sur l'héroïsme et les sacrifices. La réception critique et publique a été marquée par des éloges pour son intensité, son réalisme technique et les performances de sa distribution. Les réserves ont principalement porté sur son manque de contextualisation politique et son épilogue perçu comme trop patriotique. Le public, en particulier aux États-Unis, l'a largement adopté comme un puissant hommage aux forces spéciales. Son succès au box-office a confirmé son impact émotionnel. Dans la filmographie de Peter Berg et le genre du film de guerre moderne, Lone Survivor occupe une place importante. Berg y affine un style hyper réaliste et centré sur le corps. Le film est souvent comparé, pour son immersion dans le combat, à Il faut sauver le soldat Ryan, et pour son récit de survie en petits groupes, à 127 heures, mais avec la dimension constante de la menace hostile. En conclusion, Lone Survivor est un film à double tranchant. C'est une expérience cinématographique immersive et brutale, un témoignage poignant sur la fraternité d'armes et les sacrifices de la guerre. C'est aussi un récit subjectif, qui assume pleinement son point de vue et son intention d'hommage, au risque parfois de verser dans un pathos patriotique qui peut susciter le débat.
Sa force réside dans sa capacité à ne pas laisser le spectateur indemne, à le faire ressentir physiquement et émotionnellement l'épreuve de ces hommes, et à graver dans les mémoires le prix terrible de la guerre, tout en célébrant les liens humains qui y résistent. L'ouverture du film installe un calme trompeur, une sérénité de routine dans la base américaine de Bagram. Cette introduction minutieuse établit la fraternité quotidienne des SEALS, loin des clichés de surhommes. On les découvre échangeant des plaisanteries, préparant leur équipement, dans un réalisme décontracté qui souligne leur humanité ordinaire. Cette normalité contraste délibérément avec l'horreur à venir, rendant leur destin d'autant plus poignant. Le scénario plante ainsi l'idée que ces soldats d'élite sont avant tout des hommes, avec leurs liens, leurs souvenirs et leur vulnérabilité. Cette approche prépare le spectateur à une expérience émotionnelle forte, où l'identification sera immédiate et douloureuse. Le choix de la lumière douce et des plans larges dans ses premières minutes accentue cette impression de vie suspendue. Le film s'attache aux détails triviaux. Une conversation sur un futur mariage, un geste de camaraderie, une photo de famille. Ces éléments narratifs, loin d'être anodins, tisse la toile psychologique sur laquelle la tragédie va se dérouler. L'efficacité de cette mise en place réside dans sa simplicité et son authenticité apparente. Elle crée un contrat implicite avec le spectateur, vous allez suivre des individus, pas seulement des soldats. Cette humanisation préalable est essentielle pour comprendre l'impact des choix moraux à venir. L'économie de moyens narratifs sert ici une profondeur psychologique remarquable. Le contexte opérationnel est introduit avec une sobriété militaire, évitant tout didactisme pesant. La mission est présentée comme un objectif clair, localiser et neutraliser le chef taliban Ahmad Shah. Les briefings sont techniques, précis, reflétant le professionnalisme méticuleux des forces spéciales. Cette présentation épurée place d'emblée le spectateur au niveau des protagonistes, partageant leur focalisation sur la tâche. La géographie du terrain, les contraintes logistiques, les risques sont exposés sans emphase dramatique. Cette approche renforce le réalisme documentaire que Berg recherche. Le spectateur comprend les enjeux sans être submergé par un contexte géopolitique complexe. Le film assume son point de vue limité, celui des hommes sur le terrain. Cette restriction narrative devient une force, créant une immersion totale. Les cartes, les images satellites, les coordonnées GPS font partie du langage visuel, intégrant le spectateur dans le processus opérationnel. Cette minutie prépare également le choc de l'improvisation forcée lorsque la mission déraille. L'ordre apparent du début rendra le chaos ultérieur plus saisissant encore. La caractérisation des 4 SEALS est rapide mais incisive, chaque acteur incarnant une facette distincte de l'esprit des forces spéciales. Marcus Luttrell, interprété par Mark Wahlberg, est présenté comme le rock pragmatique, l'homme ancré dans la réalité du terrain. Michael Murphy, joué par Taylor Kitsch, incarne le leadership calme et réfléchi, porteur de l'autorité morale. Danny Dietz, sous les traits d'Emile Hirsch, représente le technicien tenace, vital pour la communication. Matthew Axe Axelson, interprété par Ben Foster, personnifie le professionnalisme froid et la loyauté absolue. Leurs interactions, faites de familiarité et de respect mutuel, établissent une chimie crédible et touchante. Cette économie de traits caractérise une écriture efficace qui préfère suggérer que développer longuement. Le spectateur perçoit immédiatement la hiérarchie informelle et la cohésion du groupe. Cette caractérisation n'est pas statique. Elle évoluera sous la pression extrême, révélant les ressources profondes de chacun. Le film évite ainsi le piège des stéréotypes militaires, offrant des portraits nuancés d'hommes préparés à tout, mais jamais à l'abandon de leurs valeurs. La séquence d'entraînement des BUD-1S, bien que brève, fonctionne comme un symbole narratif puissant. Elle ne montre pas la souffrance pour elle-même, mais comme un rite de passage fondateur. Les images d'hommes poussés à leurs limites physiques et mentales établissent l'étau des SEALS, la résistance absolue, la ténacité, la fraternité née de l'épreuve partagée. Cette séquence est cruciale pour comprendre la psychologie des personnages. Elle explique pourquoi, face à l'impossible, ils continueront à se battre. Le film utilise ces flashbacks comme une clé psychologique, rappelant que leur force ne réside pas seulement dans leurs compétences, mais dans leur conditionnement mental. Ce passage établit également le contrat moral entre ces hommes. Personne n'est laissé derrière. Cette promesse non dite deviendra le moteur de leurs actions les plus héroïques et désespérées. La brutalité de l'entraînement contraste avec la camaraderie qui en émerge, préfigurant le paradoxe central du film, la violence au service de la loyauté. La préparation de la mission est traitée avec un souci du détail quasi ethnographique. L'équipement est vérifié, les armes chargées, les protocoles répétés. Cette séquence pourrait être aride, mais elle est filmée avec un respect qui en fait un ballet méthodique. Le spectateur perçoit le poids physique du matériel, la complexité des communications, la précision chirurgicale requise.
Cette minutie prépare l'effet de dégradation progressive. Chaque pièce d'équipement perdue ou endommagée représentera un recul stratégique. Le réalisme technique sert ici une tension narrative subtile. On sent que ces hommes maîtrisent parfaitement leur art, ce qui rendra leur impuissance face aux circonstances d'autant plus tragiques. La mission est présentée comme une mécanique bien huilée, prête à affronter l'imprévu dans un cadre contrôlé. Cette illusion de contrôle sera brisée de manière irrémédiable par la rencontre avec les bergers. L'insertion en territoire ennemi est un moment de pure tension cinématographique. L'arrivée silencieuse de l'équipe, la vérification du périmètre, l'établissement du poste d'observation sont exécutés avec une précision chirurgicale. Le film utilise ici les sons de la nature au levant, les insectes, pour créer une atmosphère d'isolement et de vulnérabilité. La beauté sauvage des montagnes afghanes devient un personnage à part entière, à la fois écrin et piège. Les plans larges sur les paysages magnifiques mais hostiles accentuent le sentiment de petitesse des hommes face à l'immensité du terrain. Cette séquence établit un rythme lent et méticuleux, un calme avant la tempête qui sera d'autant plus efficace. La patience des soldats, leur capacité à rester immobiles et alertes pendant des heures, est montrée sans glorification, comme une simple compétence professionnelle. Cette normalité opérationnelle rendra la rupture à venir plus violente encore. Le dilemme moral constitue le pivot intellectuel et émotionnel du film, une séquence d'une intensité rare. La découverte des bergers afghans, un vieil homme et deux adolescents, a créé une onde de choc immédiate. Le débat qui s'ensuit n'est pas traité comme un moment d'hésitation, mais comme une véritable délibération éthique sous pression extrême. Chaque option est pesée avec une froideur désespérée. Exécuter des civils pour sauver la mission et leur vie, ou les relâcher au péril de leur sécurité. Le film évite tout manichéisme, montrant des hommes déchirés entre leur instinct de survie, leur formation et leur humanité. Les arguments échangés touchent à la légalité internationale, aux conséquences médiatiques, à la morale personnelle. Cette scène transcende le genre du film de guerre pour aborder des questions philosophiques fondamentales sur la guerre moderne. L'angoisse des personnages est palpable, rendue par des plans serrés sur leurs visages en sueur, leurs regards qui évitent de se croiser. La réalisation de cette scène clé est d'une sobriété magnifique. Pas de musique mélodramatique, seulement le souffle des hommes et le vent dans la montagne. La caméra, instable, épouse leur confusion mentale. Chaque acteur incarne une position différente dans le débat, reflétant leurs caractères établis plus tôt. Murphy, le leader, écoute avant de trancher. Luttrell, le pragmatique, penche pour la solution radicale. Dietz et Axe exposent les risques concrets. Cette distribution des rôles dans la discussion donne une épaisseur psychologique remarquable à la séquence. Le spectateur est placé dans la position impossible des soldats, obligé de s'interroger sur ce qu'ils feraient à leur place. Le temps semble s'étirer, créant un suspense insoutenable qui n'a rien de physique mais tout d'éthique. Cette scène reste dans les mémoires comme l'une des plus fortes du cinéma de guerre contemporain. La décision de relâcher les bergers est présentée comme un acte de foi dans les règles d'engagement et dans l'humanité des civils. Le moment où Murphy donne l'ordre est chargé d'une gravité tragique. Chaque homme comprend que ce choix moral probablement juste peut signifier leur arrêt de mort. Cette tension entre éthique et survie donne à la suite du film une dimension existentielle profonde. Le film ne juge pas cette décision, il en montre simplement les conséquences implacables. En les relâchant, les SEALS préservent leur intégrité morale mais signent peut-être leur condamnation. Ce paradoxe amer entre à tout le récit. La manière dont les bergers s'éloignent, sans un regard en arrière, est filmée avec une neutralité glaçante. Le spectateur, comme les soldats, se demande s'ils pourront prévenir les talibans. Cette incertitude devient une torture psychologique. L'attente qui suit la libération des bergers est un morceau de bravoure cinématographique. Le temps réel semble s'écouler alors que les SEALS préparent leur repli. Les plans se font plus nerveux, les regards se multiplient vers la vallée. La tension est presque insoutenable, alimentée par un silence menaçant. Cette séquence exploite magistralement le principe du temps de l'ennemi, cette période d'incertitude où l'on sait que la menace approche mais où l'on ne sait pas quand elle frappera. La réalisation de Berg excelle ici à transmettre la sensation physique de la peur contenue, de l'adrénaline qui commence à monter. Les personnages parlent peu, leurs gestes deviennent plus économes, plus précis. C'est tout un langage non-verbal du combat imminent qui se met en place. Le spectateur retient son souffle avec eux. L'assaut taliban, lorsqu'il survient, est d'une brutalité sonore et visuelle frappante. L'absence de musique accentue le choc des premières rafales. Le réalisme du combat est immédiatement établi. Pas de chorégraphie esthétique, mais un chaos violent et confus. La caméra, tremblante, peine à suivre l'action, reflétant la désorientation des personnages. Les premières blessures sont montrées avec une crudité qui évacue toute glorification de la violence. Ce choix stylistique place le spectateur au cœur de la terreur,
lui faisant partager la surprise et la panique initiale. La géographie du terrain, soigneusement établie plus tôt, devient maintenant un enfer d'angles morts et de positions exposées. Le film réussit l'exploit de rendre parfaitement compréhensible une situation tactique complexe tout en maintenant un sentiment de confusion totale. Le combat de repli est traité comme une descente aux enfers méthodiques. Chaque mouvement est contesté, chaque position devenue intenable en quelques minutes. La supériorité numérique des talibans n'est pas présentée de manière abstraite, mais comme une pression constante, encerclante. Les SEALS ne font pas des dizaines de victimes. Ils survivent, reculent, cherchent désespérément un avantage tactique. Cette représentation modeste de leur capacité renforce paradoxalement leur héroïsme. Leurs compétences se manifestent non par des exploits spectaculaires, mais par leur capacité à garder leur sang-froid, à continuer à communiquer, à s'entraider sous le feu. Chaque balle compte, chaque décision tactique a des conséquences immédiates. Le film érige ainsi le professionnalisme en vertu suprême, même face à l'échec inéluctable. Les blessures des personnages sont traitées avec un réalisme médical qui ajoute à l'horreur. Il n'y a pas de blessures esthétiques ici, mais des traumatismes débilitants, os brisés, blessures par balle hémorragique, commotion. Le film montre comment ces blessures transforment progressivement des soldats d'élite en hommes diminués, luttant simplement pour se déplacer. La douleur est palpable, physiquement incarnée par les acteurs. Cette dégradation physique progressive crée une tension narrative insoutenable. À quel point peuvent-ils tenir? La médecine de combat est montrée dans sa réalité rudimentaire et souvent impuissante. Tourniquets, bandages compressifs, morphine, les solutions sont temporaires, inadéquates face à l'ampleur des traumatismes. Cette attention aux détails physiologiques donne au combat une dimension corporelle rare. La performance de Mark Wahlberg mérite une analyse particulière. Son interprétation de Marcus Luttrell évite l'héroïsme ostentatoire pour privilégier une résistance têtue, presque animale. Wahlberg incarne la douleur physique avec une conviction qui transcende l'écran. Sa transformation d'un soldat confiant en un survivant brisé mais déterminé est graduelle et crédible. L'acteur a parfaitement saisi la psychologie du Navy SEAL, une humilité professionnelle, une focalisation sur la mission, une loyauté absolue à l'équipe. Son jeu sobre, fait de regards et de réactions physiques plus que de grands discours, convainc totalement. Wahlberg devient Luttrell dans ses silences autant que dans ses rares explosions de violence. Cette performance ancrée dans le physique sert parfaitement le réalisme viscéral que recherche le film. Le personnage de Michael Murphy, interprété par Taylor Kitsch, représente un autre aspect du leadership militaire. Kitsch joue avec une retenue qui rend son autorité naturelle et non imposée. Murphy prend ses décisions avec calme, même sous le feu, pesant toujours le bien de l'équipe avant tout. Sa performance culmine dans la scène du sacrifice, qu'il joue sans pathos mais avec une détermination tragique. Kitsch montre comment un leader assume jusqu'au bout la responsabilité de ses choix, même quand il mène au désastre. La dignité qu'il apporte au personnage rend sa mort d'autant plus insupportable. Il incarne l'idéal du soldat citoyen, conscient de ses devoirs envers ses hommes et envers les règles de la guerre. Ben Foster, dans le rôle de Matthew Axe Axelson, offre une étude fascinante du professionnalisme froid. Son personnage est l'arme la plus précise de l'équipe, un tireur d'élite dont la valeur est proportionnelle à son calme. Foster montre comment cette froideur technique se mue progressivement en une fureur désespérée quand la situation se dégrade. Ses silences en disent long sur sa concentration et sa loyauté. La scène où il continue à se battre malgré une blessure terrible est jouée avec une intensité physique remarquable. Foster incarne l'idée que l'efficacité militaire suprême peut coexister avec un humanisme profond. C'est précisément pour protéger ses frères d'armes qu'Axe devient si dangereux. Emile Hirsch, en Danny Dietz, représente le lien vital avec le monde extérieur. Son personnage est le technicien, l'homme des communications dont la compétence devient littéralement une question de vie ou de mort. Hirsch montre magnifiquement la frustration croissante, puis le désespoir, de Dietz face à la radio qui ne fonctionne pas. Sa transformation d'un soldat confiant en un homme acculé, refusant d'abandonner sa tâche, est poignante. La scène où il tente encore et encore d'établir un contact, sous le feu ennemi, est l'un des moments les plus émotionnellement chargés du film. Hirsch joue la ténacité jusqu'à l'obsession, rappelant que dans la guerre moderne, la technologie peut être aussi cruciale que le courage physique. La direction de Peter Berg mérite des éloges pour son approche résolument immersive. Son style évite le spectaculaire facile pour privilégier l'expérience sensorielle brute. L'utilisation de caméras à l'épaule, de plans serrés, de focales qui déforment l'espace, crée un sentiment d'enfermement et de confusion. Berg comprend que la guerre n'est pas un spectacle propre, mais un chaos de sensations violentes. Ses choix de mise en scène servent toujours l'identification avec les personnages plutôt que la contemplation esthétique. La caméra trébuche avec les soldats, respire avec eux,
se cache quand il se cache. Cette approche subjective radicale fait de Lone Survivor une expérience plus qu'un simple film. Le traitement sonore est un personnage à part entière dans le film. Les Oscars du son sont mérités, chaque impact de balle, chaque craquement d'os, chaque respiration haletante est mixée avec une précision clinique. L'absence quasi totale de musique pendant les séquences de combat accentue ce réalisme sonore. Le spectateur entend la guerre comme les personnages la vivent, comme un assaut sensoriel désorientant. Les sons lointains des talibans qui se rapprochent, les ordres à moitié entendus dans la confusion, les gémissements des blessés, tout contribue à créer une atmosphère d'oppression totale. Ce travail sonore exceptionnel élève le film au-delà du simple récit d'action pour en faire une expérience presque physique. La photographie, sous la direction de Tobias Eichlisler, capture à la fois la beauté majestueuse et l'hostilité mortelle des montagnes afghanes. Les plans larges sur les paysages vertigineux soulignent l'isolement et la vulnérabilité des personnages. La lumière naturelle est utilisée avec maestria, créant des contrastes violents entre les ombres protectrices et les zones exposées. La caméra n'est jamais simplement contemplative, elle participe activement à la narration. Les changements de température colorimétrique, du bleu froid du matin à l'ocre brûlant du combat, rythment la progression dramatique. Cette attention aux éléments naturels rappelle que la guerre se déroule dans un environnement qui reste indifférent à la souffrance humaine. La scène du sacrifice de Murphy est un point culminant narratif et émotionnel. Filmée comme une ascension vers le martyre, elle évite soigneusement le pathos mélodramatique. Murphy sait qu'en se mettant à découvert pour capter un signal, il signe son arrêt de mort. Pourtant, sa décision est présentée comme logique, presque évidente dans le contexte de la mission et de sa responsabilité envers ses hommes. La lenteur de la séquence, contrastant avec le chaos environnant, lui donne une dimension quasi rituelle. Les téléphones satellites qui ne fonctionnent pas, l'un après l'autre, ajoutent une couche de tragique absurde à son geste. Quand il finit par obtenir une connexion, le spectateur partage son soulagement bref avant l'inévitable. Cette scène résume l'éthique des SEALS, la mission et les hommes avant sa propre vie. Les chutes de Marcus Luttrell sont des séquences de cinéma physique pur, d'une violence presque insoutenable. Filmées en plan continu qui semblent défier les lois de la gravité, elles transmettent au spectateur la sensation de chute, d'impact, de rebond. Le corps de Wahlberg devient un projectile incontrôlable, heurtant chaque rocher, chaque souche. Ces chutes ne sont pas esthétisées, elles sont montrées comme des traumatismes majeurs, susceptibles de briser le corps au-delà de toute réparation. Paradoxalement, c'est cette violence extrême qui sauve Luttrell en le rendant imprévisible pour ses poursuivants. Le film utilise ces moments pour explorer les limites de la résistance humaine, physique et psychologique. La survie devient ici une question de chance autant que de volonté. La rencontre avec Mohammad Gulab et les villageois Pashtuns représente un tournant thématique crucial. Pour la première fois, le film élargit son point de vue au-delà des soldats américains. Gulab, interprété avec une dignité remarquable par Ali Suleiman, n'est pas un sauveur exotique mais un homme complexe, tiraillé entre différentes loyautés. Son intervention est motivée par le Pashtun Wali, code d'honneur ancestral qui transcende les conflits contemporains. Cette introduction d'un système de valeurs locales et nobles brise les simplifications manichéennes. Le film montre que l'Afghanistan n'est pas seulement un théâtre de guerre, mais une terre avec ses propres traditions, ses propres héroïsmes. Gulab risque tout à sa famille, son village pour un étranger, par simple devoir moral. Cette humanité inattendue dans l'enfer du conflit donne au film une dimension universelle. La relation entre Luttrell et Gulab est développée avec une retenue et un respect qui évitent tout sentimentalisme. Ils ne parlent pas la même langue, partagent peu de références culturelles, mais une confiance basique s'établit. Le film montre comment, dans l'extrême urgence, l'humanité commune transcende les différences. Les scènes dans le village sont filmées avec un calme qui contraste violemment avec le chaos précédent. On découvre un microcosme de vie afghane, avec ses hiérarchies, ses débats, ses peurs. Luttrell n'y est plus le soldat tout-puissant, mais un homme brisé dépendant de la compassion d'autrui. Cette inversion des rôles est riche de sens politique et humain. L'assaut final sur le village est traité comme un siège médiéval, un combat archaïque et désespéré. Les villageois, pour la plupart des fermiers sans formation militaire, défendent leur hôte avec des armes anciennes et un courage ancestral. Cette séquence montre comment le conflit moderne se superpose à des dynamiques tribales beaucoup plus anciennes. Les talibans ne sont plus seulement des insurgés, mais aussi des voisins qui violent les lois traditionnelles. Le combat dans le village a une intensité différente, plus rapprochée, plus personnelle, presque primitif. La défense de la maison devient une métaphore de la défense d'un certain ordre moral contre le chaos. Le film évite ici de faire des villageois de simples figurants. Chacun a son moment de courage ou de peur. L'arrivée des renforts américains est un moment de soulagement complexe, pas de triomphe.
Le sauvetage est lui-même un combat violent, coûteux en vie. La scène de l'hélicoptère Chinook abattu est traitée avec une brutalité soudaine qui rappelle que dans cette guerre, aucun moment n'est vraiment sûr. Le sauvetage de Luttrell n'est pas une fin heureuse, mais la confirmation d'une tragédie plus large. Le film montre les visages des soldats de secours choqués, professionnels, compatissants sans glorification. Ils ne sont pas des sauveurs arrivant à point nommé, mais des soldats faisant un travail dangereux, payant parfois le prix ultime. Cette représentation modeste des forces de secours renforce l'idée que la guerre est une machine à broyer des vies, sans distinction entre héros et victimes. Le montage final, avec les photographies des soldats morts, suscite des réactions contrastées mais constitue un choix artistique assumé. Plutôt que de terminer sur une note fictionnelle, Berg choisit de nous ramener à la réalité historique. Ses visages souriants, ses vies interrompues, rappellent que le film n'est pas qu'un divertissement. Pour certains, ce choix bascule dans le patriotisme émotionnel. Pour d'autres, il est le seul hommage digne. Musicalement, le choix de Heroes de Peter Gabriel est intéressant. Ce n'est pas un hymne martial, mais une chanson sur la fragilité et la brièveté de la vie. Ce contraste entre images militaires et musique mélancolique crée une ambivalence émouvante. Le film ne célèbre pas la guerre, mais pleure ceux qui y ont péri. La question de la véracité historique mérite d'être abordée avec nuance. Le film se présente comme basé sur une histoire vraie, ce qui implique nécessairement des adaptations dramatiques. Les principales divergences concernent le nombre d'assaillants, largement exagéré pour les besoins cinématographiques, et certains détails tactiques. Cependant, l'esprit de l'événement, le dilemme moral, le combat désespéré, la survie miraculeuse en semblent préservés. Marcus Luttrell lui-même a servi de conseiller technique, garantissant une certaine authenticité dans le ressenti. Le film ne prétend pas être un documentaire, mais une expérience subjective. Son objectif est de transmettre ce que cela a pu faire que de vivre cet enfer, pas d'en donner un compte-rendu historique exhaustif. La représentation des talibans dans le film a été critiquée pour son manque de nuances. Effectivement, ils sont principalement présentés comme une masse menaçante et anonyme, sans motivations individuelles. Cette approche sert le point de vue narratif limité au SEALS. Pour des soldats pris dans une embuscade, l'ennemi est effectivement une force abstraite et mortelle. Le chef Ahmad Shah est à peine caractérisé, réduit à une figure de cruauté. On peut regretter ce manque de complexité, qui empêche toute compréhension du conflit au-delà du face-à-face militaire. Cependant, le film compense partiellement cette simplification par la figure positive de Gulab, rappelant que l'Afghanistan n'est pas réductible aux talibans. Il reste que Lone Survivor est avant tout un film sur l'expérience de combat américaine, pas une analyse du conflit afghan. La musique de Steve Jablonsky et Explosion in the Sky méritent une mention particulière. Plutôt qu'une partition traditionnellement épique, il crée une ambiance à la fois éthérée et tendue, mêlant guitares atmosphériques et synthétiseurs. La musique est utilisée avec parcimonie, principalement dans les moments introspectifs ou préparatoires, jamais pendant les combats. Ce choix renforce le réalisme des scènes d'action tout en donnant une dimension presque contemplative aux séquences calmes. Les thèmes musicaux évoquent à la fois la beauté des paysages et la mélancolie du destin qui s'y déroule. Cette approche subtile évite le piège du patriotisme musical trop appuyé, préférant une émotion plus universelle et mélancolique. Le thème de la fraternité est le véritable cœur battant du film. Il dépasse la simple camaraderie militaire pour atteindre à une forme d'amour absolu. Ces hommes sont prêts à mourir les uns pour les autres, non par devoir abstrait, mais par lien personnel indéfectible. Le film montre comment cette fraternité se manifeste dans les petits gestes, un regard, une main tendue, le partage de la dernière gorgée d'eau. Cette économie de moyens dans l'expression des émotions renforce leur puissance. Quand Murphy meurt, ce n'est pas seulement un chef qui tombe, mais un frère qui disparaît. La douleur des survivants est d'abord celle de cette rupture dans le lien fraternel. Le film suggère que c'est cette fraternité, plus que la patrie ou la mission, qui donne un sens à leur sacrifice. Le traitement de la souffrance physique est d'un réalisme presque documentaire. Le film ne recule devant rien, fractures ouvertes, brûlures, hématomes géants, membres tordus. Cette insistance sur le corps martyrisé sert plusieurs propos. D'abord, elle rappelle la matérialité violente de la guerre, loin des images aseptisées. Ensuite, elle montre la résistance incroyable du corps humain, poussé au-delà de ses limites supposées. Enfin, elle rend palpable le prix payé par les soldats, bien au-delà de la simple mort. Luttrell survit, mais son corps est brisé, comme le sera probablement son esprit. Cette attention au traumatisme physique prépare la compréhension du traumatisme psychologique qui suivra nécessairement. La guerre, nous dit le film, ne se termine pas avec la dernière balle. L'utilisation du paysage comme antagoniste est une trouvaille narrative remarquable. Les montagnes afghanes ne sont pas un simple décor,
mais un adversaire à part entière. Leur beauté est traître, cachant des précipices, des rochers instables, une absence de couverture. Le terrain désavantage constamment les SEALS, les forçant à des positions exposées, ralentissant leur repli. Cette personnification de l'environnement rappelle les récits d'exploration ou d'alpinisme, où la nature elle-même représente le défi suprême. Le film montre comment la guerre moderne, avec toute sa technologie, se heurte toujours à la géographie immuable. Les personnages ne combattent pas seulement des hommes, mais la pente, la gravité, la végétation. Cette dimension presque mythique ajoute une couche supplémentaire de tragédie. Le point de vue narratif strictement limité est un choix esthétique risqué mais payant. Le spectateur ne sait jamais plus que les personnages, ne voit jamais ce qui se passe derrière la colline, n'entend jamais les conversations des talibans. Cette restriction crée une tension permanente et une empathie immédiate. Nous partageons leur ignorance, leurs suppositions, leurs erreurs d'appréciation. Quand l'attaque survient, nous sommes aussi surpris et désorientés qu'eux. Ce refus de la perspective omnisciente traditionnelle dans le film de guerre est radical et efficace. Il transforme le film en expérience sensorielle et cognitive, pas seulement en récit. Le spectateur doit, comme les personnages, interpréter des signes ambigus, prendre des décisions avec des informations incomplètes. La durée réelle du combat est habilement restituée à l'écran. Contrairement à de nombreux films où les batailles semblent durer des heures pour quelques minutes d'action, ici le temps se dilate et se contracte de manière crédible. Les moments de calme relatif alternent avec des explosions de violence soudaines. La fatigue des personnages s'accumule progressivement à l'écran, dans leur démarche, leurs gestes ralentis, leurs regards vidés. Le film respecte ainsi la temporalité particulière du combat, faite d'ennui, de tension et d'horreur en cycles répétés. Cette attention au temps réel contribue grandement au réalisme et à l'épuisement émotionnel du spectateur. On sort de la séquence de combat comme d'une épreuve physique, ce qui est exactement l'effet recherché. Le traitement des armes et de la balistique est d'une précision remarquable. Les fusils s'enraient, les munitions s'épuisent, les tirs manquent leur cible. Loin des fantasmes cinématographiques où les héros ne manquent jamais, ici chaque balle compte et beaucoup se perdent. Le film montre l'importance des positions de tir, de la gestion des munitions, du rechargement sous le feu. Cette minutie technique intéresse d'abord parce qu'elle a des conséquences dramatiques immédiates. Quand Dietz manque de munitions, c'est toute la défense qui s'effondre. Cette approche pragmatique des armes désacralise le combat, le ramenant à une question de moyens et de compétences plus que de courage pur. La bravoure, dans ce contexte, c'est surtout de continuer à se battre efficacement malgré la peur et la douleur. La symbolique de la chute est récurrente et riche de sens. Luttrell tombe littéralement à plusieurs reprises, mais ces chutes sont aussi des descentes métaphoriques, dans la blessure, dans la dépendance, dans la perte de contrôle. Chaque chute le rapproche paradoxalement de la survie, comme si c'est en abandonnant toute maîtrise qu'il échappe à ses poursuivants. La dernière grande chute, celle qui le mène au ruisseau, est filmée comme une renaissance violente, un baptême dans la souffrance. L'eau, d'abord source de danger, il pourrait se noyer, devient source de vie, il peut boire. Cette imagerie quasi-biblique donne au récit de survie une dimension mythique sans tomber dans le symbolisme lourd. Luttrell renaît à chaque chute, un peu plus brisé mais toujours vivant. La question du regard est centrale dans la mise en scène. Qui regarde qui? Les SEALS observent d'abord la vallée depuis leur poste caché, maître du champ visuel. Puis les bergers les découvrent, inversant le rapport de surveillance. Ensuite, ce sont les talibans qui les traquent, les regardant depuis les hauteurs. Enfin, Luttrell, caché, observe les villageois puis ses sauveurs. Ce jeu de regards qui se cherche, se évite ou se croise structure toute la tension narrative. Le film est construit autour de la peur d'être vu, du soulagement de se cacher, de l'horreur d'être pris pour cible. Cette économie du regard rappelle que la guerre moderne est aussi une affaire de visibilité et de dissimulation. De voir sans être vu. Le traitement de la mort dans le film évite soigneusement l'héroïsation spectaculaire. Les personnages meurent de manière soudaine, anticlimatique parfois. Une balle perdue, un faux pas, et c'est fini. Cette représentation rappelle la précarité absolue de la vie au combat. Les dernières paroles, quand il y en a, sont sobres, techniques souvent. Je suis touché. Ils viennent par la droite. Cette retenue dans la mort est peut-être l'hommage le plus respectueux que le film puisse rendre à ses soldats professionnels. Ils meurent comme ils ont vécu, en se concentrant sur la mission, sur leurs camarades, pas sur leur propre tragédie. Cette pudeur face à la mort est l'une des grandes forces émotionnelles du film, plus efficace que tous les mélodrames. L'alternance entre plans subjectifs et objectifs est maîtrisée avec subtilité. La caméra adopte souvent le point de vue d'un personnage, surtout pendant les chutes ou les moments de confusion extrême. Mais elle sait aussi s'en éloigner pour montrer l'ampleur du désastre,
l'isolement des hommes dans le paysage. Ce balancement constant entre immersion et contemplation crée un rythme respiratoire unique. Le spectateur est tantôt projeté dans l'action, tantôt mis à distance pour en mesurer l'horreur. Cette dialectique entre le dedans et le dehors de l'expérience de combat est au cœur du projet cinématographique de Berg. Elle permet à la fois l'identification émotionnelle et la réflexion critique. La caractérisation des villageois afghans, bien que secondaire, évite le piège de l'exotisme pittoresque. Ils ne sont pas présentés comme de simples sauveteurs naïfs, mais comme une communauté complexe avec ses divisions, ses peurs, ses calculs. Le Conseil des Anciens qui débat du sort de Luttrell montre des hommes pris entre la tradition, la peur des représailles et la compassion humaine. Gulab lui-même n'agit pas par simple bonté d'âme, mais par devoir codifié par des siècles de culture. Cette épaisseur culturelle, même esquissée, donne une crédibilité essentielle à cette partie du récit. Le village devient un microcosme de l'Afghanistan, tiraillé entre modernité et tradition, entre guerre et survie. L'utilisation des couleurs suit une progression symbolique subtile. Les séquences à la base sont dominées par des tons bleutés et gris, froids et professionnels. L'insertion en montagne introduit des ocres chauds, des verts profonds, une beauté presque sensuelle. Le combat, lui, est filmé dans une palette contrastée de lumière crue et d'ombre dense, avec des éclats de rouge sang. La séquence au village utilise des tons terreux, naturels. Enfin, le sauvetage et l'épilogue reviennent à une lumière froide, clinique. Cette progression chromatique n'est jamais insistante, mais elle structure subtilement le voyage émotionnel du spectateur. Elle donne au film une cohérence visuelle qui renforce la narration sans la parasiter. Le montage, surtout pendant les séquences de combat, est un modèle du genre. Rapide mais jamais confus, il maintient toujours une clarté géographique essentielle. Le spectateur sait toujours où sont les personnages les uns par rapport aux autres, où est l'ennemi, quelles sont les issues possibles. Cette clarté dans le chaos est une prouesse technique remarquable. Les transitions entre les différents fronts de combat sont fluides, créant une impression d'encerclement progressif. Le montage alterne aussi habilement entre le temps réel de l'action et des moments ralentis qui capturent l'impact d'une balle ou l'expression d'un visage. Cette maîtrise du rythme contribue grandement à l'intensité viscérale du film. La bande originale de Peter Gabriel, The Veil, composée spécialement pour le générique de fin, mérite une analyse à part. Ses paroles évoquent la perte, le sacrifice, le voile mince entre la vie et la mort. Son utilisation en contrepoint des images des soldats morts crée une émotion complexe, mélange de tristesse, de respect et de questionnement. Ce n'est pas une musique de victoire, mais de deuil et de mémoire. Son minimalisme poignant contraste avec l'intensité sonore du film, offrant un espace de respiration et de réflexion au spectateur. Ce choix musical audacieux place Lone Survivor dans une tradition cinématographique plus contemplative qu'il n'y paraît au premier abord. La représentation de la technologie est ambivalente et intéressante. D'un côté, les SEALS sont équipés des derniers perfectionnements, radios cryptées, viseurs sophistiqués, équipements de pointe. De l'autre, cette technologie échoue précisément quand elle est le plus nécessaire. Les radios ne passent pas, les batteries meurent, le matériel est perdu ou endommagé. Le film montre ainsi les limites de la supériorité technologique dans un environnement hostile et contre un ennemi qui utilise des méthodes simples. Cette dialectique entre haute technologie et survie primitive est l'un des aspects les plus intelligents du récit. Luttrell survivra finalement grâce à l'hospitalité traditionnelle d'un village, pas grâce à son équipement dernier cri. Le thème de la transmission est présent en filigrane tout au long du film. Les SEALS se transmettent des savoir-faire, des gestes, une éthique. Murphy transmet son leadership, Axe sa maîtrise technique, Dietz sa ténacité. Luttrell, en survivant, devient à son tour le dépositaire de leur mémoire, celui qui doit raconter leur histoire. Le film lui-même est un acte de transmission, portant à l'écran un récit qui aurait pu être perdu. Cette chaîne de transmission en des soldats à Luttrell, de Luttrell au livre, du livre au film, donne une dimension supplémentaire à l'œuvre. Elle n'est pas seulement un divertissement, mais un maillon dans la mémoire collective de cet événement. Le traitement de la douleur morale est aussi important que celui de la douleur physique. La culpabilité du survivant plane sur toute la seconde partie du film. Luttrell a vu ses frères mourir, il a survécu parfois par chance. Comment vivre avec cela ? Le film n'explore pas explicitement ce traumatisme psychologique, ce n'est pas son sujet, mais il le suggère fortement. Le regard vide de Luttrell après le sauvetage, son isolement même entouré de soldats, disent l'indicible blessure intérieure. Cette attention à la psychologie du survivant élève le film au-delà du simple récit d'aventure. La véritable survie, suggère-t-il, commence après les combats, et elle est peut-être plus difficile encore. L'architecture narrative du film est d'une simplicité classique mais efficace. Préparation, dilemme, combat,
survie, sauvetage. Cette structure en 5 actes confère au récit une solidité dramatique indéniable. Chaque acte a son propre rythme, sa propre atmosphère, tout en s'inscrivant dans une progression inexorable vers le drame. Cette clarté structurelle permet au film d'explorer la complexité morale et psychologique sans jamais perdre le spectateur. Elle sert également le réalisme. Les événements s'enchaînent avec une logique implacable, sans recours à des coïncidences narratives faciles. Chaque conséquence découle naturellement des choix précédents, renforçant l'impression de fatalité tragique. La mise en scène des corps est un aspect essentiel de la direction d'acteurs et de la photographie. Les corps des SEALS sont d'abord présentés comme des machines efficaces, musclées, contrôlées. Puis, sous l'impact des balles et des chutes, ils deviennent des choses douloureuses, impotentes, meurtries. Cette transformation physique raconte à elle seule l'histoire de la défaite. Les plans sur les mains qui tremblent, les jambes qui flageolent, les visages crispés de douleur, sont d'une puissance évocatrice rare. Le corps de guerre, habituellement glorifié dans le cinéma d'action, est ici montré dans sa vulnérabilité absolue. Cette désacralisation du corps martial est l'un des apports les plus significatifs du film au genre. L'économie de dialogue pendant les séquences de combat est un choix esthétique fort. Les personnages communiquent par gestes, regards, signes brefs. Quand ils parlent, c'est pour donner des informations tactiques essentielles, jamais pour faire des discours. Cette retenue verbale renforce le réalisme et l'intensité. Le spectateur doit, comme eux, décrypter une situation complexe à partir de fragments d'informations. Cette pauvreté du langage contraste avec la richesse des échanges lors du dilemme moral, créant un intéressant contraste entre la réflexion avant la crise et l'action pure pendant la crise. Le film suggère ainsi que face à l'extrême violence, le langage recule, laissant place à l'instinct et à l'habitude professionnelle. La représentation de la nature comme sanctuaire et comme piège est constante. La forêt offre d'abord un couvert, puis devient un labyrinthe mortel. Le ruisseau cache Luttrell, mais pourrait aussi le noyer. Les rochers protègent, mais blessent quand on tombe. Cette ambivalence fondamentale de l'environnement naturel reflète celle de la guerre elle-même. Elle peut tuer ou sauver, souvent les deux à la fois. Le film évite ainsi le cliché du paysage hostile pour montrer une nature indifférente, qui peut être alliée ou ennemie selon l'usage qu'on en fait. Cette complexité écologique ajoute une couche de richesse au récit, rappelant que la guerre se déroule toujours dans un écosystème préexistant qu'elle bouleverse. Le personnage de Marcus Luttrell évolue selon une courbe psychologique crédible et touchante. Du soldat confiant au survivant brisé, sa transformation n'est pas linéaire. Il connaît des sursauts de combativité, des moments d'abattement profond, des éclairs d'ingéniosité désespérée. Wahlberg joue ces variations subtiles avec une justesse remarquable. Luttrell n'est jamais réduit à un statut de victime. Même à terre, il cherche des solutions, observe, analyse. Cette résilience cognitive est peut-être sa plus grande force. Le film montre comment l'entraînement des SEALS ne produit pas seulement des corps forts, mais des esprits capables de fonctionner sous une pression extrême. La survie est d'abord une affaire d'intelligence et de volonté. L'héritage cinématographique de Lone Survivor est déjà perceptible. Son approche hyper-réaliste du combat, son refus de l'esthétisation de la violence, son attention aux corps souffrants ont influencé une génération de films de guerre ultérieure. Sa manière de traiter le son comme élément narratif à part entière a fait école. Cependant, le film reste unique par son focus extrême sur une petite unité et par son exploration approfondie du dilemme moral pré-combat. Il occupe une place charnière entre les grands films de guerre classiques et les approches plus déconstructionnistes du genre. Son succès commercial a prouvé que le public était prêt pour un film de guerre exigeant, sans concession, mais profondément humain. En définitive, Lone Survivor transcende son statut de film de guerre pour devenir une méditation puissante sur des thèmes universels. Le choix moral dans des circonstances impossibles, les limites de la résistance humaine, la fraternité comme ultime rempart contre l'horreur, la rencontre entre cultures au bord du gouffre. Sa force ne réside pas dans ses réponses, mais dans la puissance avec laquelle il pose des questions essentielles. Le film ne célèbre pas la guerre. Il en montre le visage le plus brutal pour mieux honorer ceux qui y font face et pour nous interroger sur ce que nous serions capables de faire ou de sacrifier, à leur place. C'est cette ambition morale, servie par une maîtrise technique exceptionnelle, qui en fait une œuvre durable et nécessaire. Le film s'ouvre sur une série de plans intimistes au sein de la base militaire, dépeignant la routine et les liens informels qui unissent les hommes. Cette mise en scène posée instaure un contraste saisissant avec le chaos à venir, ancrant le spectateur dans une normalité précaire. L'attention portée aux détails du quotidien, l'ajustement d'un équipement, une plaisanterie échangée construit une crédibilité immédiate. Cette approche humanise profondément les personnages au-delà de leur statut de soldats d'élite. Le spectateur perçoit leur vulnérabilité latente,
préparant le terrain pour une expérience émotionnelle d'autant plus dévastatrice. La présentation de la mission évite tout exposé technique lourd au profit d'une efficacité narrative redoutable. Les briefings sont dépouillés, focalisés sur l'essentiel, la localisation d'Ahmad Shah. Cette sobriété dans l'exposition reflète le professionnalisme des SEALS et leur vision pragmatique de la guerre. Les cartes et images satellites deviennent des éléments visuels centraux, intégrant le spectateur au processus opérationnel. Cette économie de moyens renforce l'immersion, nous plaçant aux côtés des protagonistes dans une bulle d'anticipation tendue. La caractérisation des 4 protagonistes repose sur une subtile économie de traits distinctifs. Marcus Luttrell incarne la résilience pragmatique, Michael Murphy le leadership moral, Danny Dietz la ténacité du technicien et Matthew Axelson la froide efficacité. Leurs interactions, faites de familiarité et de respect tacite, établissent une chimie palpable sans nécessité de long développement. Cette caractérisation succincte mais précise donne immédiatement corps à la dynamique du groupe et à sa cohésion fondamentale. Le flashback sur l'entraînement des BUDS fonctionne comme un puissant levier symbolique. Ces séquences brèves mais intenses ne glorifient pas la souffrance mais en montrent la valeur transformative. La fraternité née de l'épreuve partagée y apparaît comme le ciment indestructible de l'unité. Cette parenthèse formative éclaire les comportements ultérieurs des personnages face à l'adversité extrême, soulignant que leur force puise ses racines dans une volonté collectivement forgée. Et la préparation méticuleuse de l'équipement est filmée comme un rituel quasi cérémoniel. Chaque geste, chaque vérification, participe d'une chorégraphie de précision qui souligne le contraste entre la maîtrise préparatoire et le chaos imminent. Le poids physique du matériel, la complexité des communications sont rendus sensibles, préparant leur progressive dégradation comme autant de reculs stratégiques. Cette séquence silencieuse instaure une tension sourde par son hyper-contrôle même. L'insertion en territoire hostile capte magnifiquement la vulnérabilité des hommes face à l'immensité minérale. La beauté austère des montagnes afghanes est filmée comme une entité à la fois majestueuse et menaçante. Le silence, perturbé seulement par les éléments naturels, devient une présence oppressante. La lenteur méthodique de cette séquence construit une suspension dramatique d'une efficacité redoutable, le paysage se muant progressivement en piège géographique. La rencontre avec les bergers afghans opère comme une fracture narrative et éthique brutale. Le dilemme qui s'ensuit est traité avec une gravité remarquable, évitant tout manichéisme facile. Le débat oppose moins des positions idéologiques que des logiques pratiques confrontées à l'impératif de survie. La scène excelle à montrer comment des certitudes entraînées vacillent face à une réalité morale insoluble. Le spectateur est impliqué dans ce calcul tragique, partageant l'angoisse du choix impossible. Et la réalisation de cette séquence qui privilégie une sobriété qui en renforce la puissance. L'absence de musique, la caméra instable, les plans serrés sur des visages en sucie créent une claustrophobie morale intense. Chaque argument échangé résonne avec le poids des conséquences potentielles. Le temps cinématographique semble s'étirer, épousant la torture psychologique des personnages. Cette scène demeure un modèle de tension éthique pure, rare dans le cinéma de genre. La décision de relâcher les civils est présentée comme un acte de foi dans les règles d'engagement et l'humanité. Le moment où Murphy tranche est chargé d'une solennité tragique, chaque homme mesurant le risque assumé. Ce choix moral, respectueux du droit de la guerre, devient paradoxalement le déclencheur de leur tragédie. Le film évite tout jugement, se contentant d'en montrer les conséquences implacables avec une neutralité glaçante. La période d'attente qui suit est un morceau de bravoure dans la construction de la tension narrative. Le temps réel semble s'écouler, ponctué par des regards anxieux vers la vallée. Le silence devient un personnage à part entière, menaçant et polysémique. La mise en scène excelle à traduire la sensation physique de l'adrénaline montante, de la peur contenue. Cette séquence exploite magistralement le suspense de l'incertitude, le spectateur retenant son souffle avec les personnages. L'assaut initial frappe par sa brutalité sonore et visuelle soudaine. L'absence de musique accentue le choc des premières rafales, plongeant le spectateur dans le même état de surprise que les soldats. Le réalisme du chaos est immédiatement établi. Pas de chorégraphie esthétique mais une confusion violente et désorientante. La caméra tremblante, les plans hachés, participent pleinement de cette expérience sensorielle brute. Le combat de repli est traité comme une dégradation progressive, tant physique que tactique. Les SEALS ne sont pas des super-héros mais des professionnels acculés, utilisant leur entraînement pour retarder l'inéluctable. Chaque mouvement est contesté, chaque position devient intenable en quelques minutes. Cette représentation modeste de leur capacité renforce paradoxalement l'héroïsme de leur résistance. Le professionnalisme survit à la débâcle, se manifestant dans la coordination désespérée des survivants. Les blessures sont montrées avec un réalisme clinique qui évacue toute glorification. Fractures ouvertes, hémorragies,
traumatismes multiples, le corps souffrant devient un champ de bataille en soi. Cette insistance sur la matérialité de la douleur rappelle le prix physique exorbitant du combat. La médecine de guerre apparaît dans sa rudimentaire impuissance, les gestes de premiers soins comme des pis-aller face à l'ampleur des dégâts. La performance de Mark Wahlberg transcende le simple héroïsme martial pour incarner une résistance d'ordre presque animal. Son interprétation physique de la douleur, de l'épuisement, puis de la survie instinctive, est d'une conviction absolue. Wahlberg saisit l'essence du soldat d'élite, une humilité professionnelle, une focalisation extrême, une loyauté viscérale. Son jeu sobre, fait de regards et de réactions plus que de discours, sert parfaitement le réalisme viscéral du film. Taylor Kitsch incarne un leadership d'une humanité touchante, fait de calme sous pression et de responsabilité assumée. Son personnage prend des décisions lourdes avec une sérénité qui n'exclut pas la conscience du tragique. La dignité qu'il apporte à Murphy rend son sacrifice ultérieur d'autant plus poignant. Kitsch montre comment l'autorité véritable réside dans le souci constant du bien de l'équipe plus que dans l'exercice d'un pouvoir. Ben Foster, en Matthew Axelson, offre une étude fascinante du professionnalisme froid devenant fureur désespérée. Son personnage est d'abord une arme de précision, dont la valeur tient à son sang-froid technique. Foster montre superbement la transformation de cette froideur en rage protectrice quand les siens sont menacés. Son silence éloquent, son intensité concentrée, font d'Axe une présence magnétique à l'écran. Emile Hirsch donne à Danny Dietz une ténacité pathétique et admirable. Son personnage incarne le lien vital avec l'extérieur, dont l'échec technique devient une tragédie personnelle. Hirsch montre magnifiquement la frustration croissante, puis le désespoir résolu, de l'homme qui ne peut accomplir sa mission essentielle. Sa performance rend palpable l'angoisse de l'isolement communicationnel dans la guerre moderne. La direction de Peter Berg privilégie une immersion sensorielle totale, refusant la distance esthétique. L'utilisation de caméras portées, de plans serrés, de focales déformantes, crée une expérience subjective radicale. Berg comprend que la guerre se vit d'abord dans le corps et les sens, avant d'être comprise par l'esprit. Sa mise en scène cherche moins à montrer qu'à faire éprouver, dans une approche presque phénoménologique du combat. Le traitement sonore mérite son Oscar, chaque élément participant à une reconstitution acoustique méticuleuse. Les impacts de balles, les craquements d'os, les respirations haletantes sont spatialisés avec une précision clinique. L'absence de musique pendant les combats accentue ce réalisme sonore brutal, plongeant le spectateur dans un bain sensoriel désorientant. Le son devient narration, indiquant la proximité de la menace, la direction des tirs, l'état de fatigue des hommes. La photographie de Tobias Einschlissler capture la double nature du paysage afghan, beauté majestueuse et hostilité mortelle. Les plans larges soulignent l'isolement des personnages dans une géographie écrasante. La lumière naturelle est utilisée avec maestria, créant des contrastes violents entre zones d'ombre et de lumière. La caméra participe activement à la narration, son mouvement épousant la psychologie des personnages. Le sacrifice de Murphy est filmé avec une lenteur tragique qui en souligne la dimension rituelle. Sa décision de s'exposer pour tenter une transmission est présentée comme logique dans le contexte des responsabilités du commandement. La séquence évite tout pathos, montrant un acte calculé, presque méthodique, dans son héroïsme. L'échec répété des communications ajoute une couche d'absurde à ce geste ultime. Quand la connexion s'établit enfin, le soulagement est bref, immédiatement suivi de l'inéluctable. Les chutes vertigineuses de Luttrell sont des séquences de cinéma physique d'une violence rare. Filmées en plan continu, elles transmettent au spectateur la sensation de chute, d'impact, de rebond. Le corps devient projectile, heurtant la roche avec une brutalité qui fait presque mal à regarder. Paradoxalement, cette violence extrême le sauve en le rendant imprévisible. Le film explore ici les limites de la résistance humaine au traumatisme physique. Et la rencontre avec Mohammad Gulab introduit une perspective culturelle essentielle, brisant les dichotomies simplistes. Gulab n'est pas un sauveur exotique mais un homme complexe, tiraillé entre tradition, peur et devoir moral. Son intervention motivée par le Pashtunwali rappelle que l'Afghanistan possède ses propres codes d'honneur, antérieurs aux conflits contemporains. Cette humanisation des villageois donne une épaisseur sociologique cruciale à cette partie du récit. La relation entre Luttrell et Gulab se développe avec une retenue qui évite tout sentimentalisme. Leur communication, réduite à l'essentiel, repose sur des gestes plus que des mots. Le film montre comment, dans l'extrême urgence, une humanité commune transcende les différences culturelles. Les scènes au village offrent un répit contemplatif, montrant une micro-société avec ses hiérarchies et ses débats internes. L'assaut final sur le village est traité comme un siège archaïque, un combat désespéré aux armes rudimentaires. Les villageois, simples ferments pour la plupart, défendent leur hôte avec un courage qui puise dans la tradition.
Cette séquence montre comment le conflit moderne se superpose à des dynamiques tribales anciennes. La défense de la maison devient métaphore de la défense d'un ordre moral contre le chaos extérieur. L'arrivée des renforts américains apporte un soulagement complexe, sans triomphalisme. Le sauvetage est lui-même un combat violent, coûteux en vies supplémentaires. La scène du Chinook abattu rappelle brutalement qu'aucun moment n'est sûr dans cette guerre. Les secours apparaissent non comme des sauveurs omnipotents mais comme des soldats accomplissant une mission périlleuse de plus. Cette modestie dans la représentation du sauvetage renforce le réalisme général. Le montage final avec les photographies des soldats morts constitue un choix artistique fort et discutable. En rupture avec la fiction, il nous ramène à la réalité historique de la perte. Ces visages souriants, ces vies interrompues, donnent un poids concret au sacrifice évoqué. Le choix musical de Peter Gabriel, mélancolique et non martial, crée une émotion ambiguë, entre hommage et interrogation. Ce contraste entre images militaires et musique introspective ouvre un espace de réflexion critique. La question de la véracité historique doit être abordée avec nuance. Le film adapte nécessairement les événements pour les besoins dramatiques, notamment en exagérant le nombre d'assaillants. Cependant, l'expérience centrale, le dilemme moral, le combat désespéré, la survie semblent préservés dans son essence. Luttrell lui-même, comme conseiller technique, a veillé à une certaine authenticité du ressenti. Le film vise moins la précision documentaire que la transmission d'une expérience humaine extrême. La représentation des talibans, limitée à une masse menaçante, sert le point de vue subjectif des SEALS. Pour des soldats pris dans une embuscade, l'ennemi est effectivement une force abstraite et mortelle. Cette approche, critiquable pour son manque de nuances, renforce cependant l'immersion dans la perspective américaine. La figure positive de Gulab compense partiellement cette simplification en montrant la complexité afghane. La musique des explosions In the Sky et de Steve Jablonsky crée une atmosphère à la fois éthérée et tendue. Utilisée avec parcimonie, principalement dans les moments introspectifs, elle évite le piège du patriotisme musical appuyé. Ces mélodies atmosphériques évoquent la beauté des paysages autant que la mélancolie du destin qui s'y joue. Cette approche subtile donne une dimension contemplative au récit sans affaiblir son réalisme. Le thème de la fraternité constitue le véritable cœur émotionnel du film, transcendant la simple camaraderie militaire. Cette fraternité se manifeste dans les petits gestes, les regards échangés, le partage silencieux de l'épreuve. Le film montre comment ce lien devient la raison ultime du combat, plus que la mission ou la patrie. La douleur des survivants est d'abord celle de la rupture de ce lien sacré. Cette fraternité donne un sens à l'horreur et une raison de continuer à se battre. Le traitement de la souffrance physique atteint un réalisme quasi-documentaire, refusant toute esthétisation. Le corps meurtri, mutilé, souffrant, est montré dans sa vérité crue, rappelant la matérialité violente de la guerre. Cette insistance sur le trauma corporel prépare la compréhension du trauma psychologique à venir. Le film montre comment la guerre ne se termine pas avec la dernière balle, mais continue dans la chair et l'esprit des survivants. Le paysage fonctionne comme un antagoniste à part entière, magnifique et traître. La montagne afghane n'est pas un décor mais un adversaire, désavantageant constamment les SEALS. Cette personnification de l'environnement rappelle que la guerre moderne se heurte toujours à la géographie immuable. Le terrain dicte les mouvements, limite les options, devient un ennemi supplémentaire. Cette dimension écologique ajoute une richesse narrative significative. Le point de vue narrativement limité au SEALS crée une immersion radicale et une empathie immédiate. Le spectateur ne sait jamais plus qu'eux, partageant leur ignorance, leurs suppositions, leurs erreurs. Cette restriction cognitive transforme le film en expérience partagée plutôt qu'en récit simplement observé. Quand l'attaque survient, nous sommes aussi surpris et désorientés qu'eux, renforçant l'identification. La durée réelle du combat est habilement restituée, alternant en dilaté et contraction soudaine. La fatigue s'accumule progressivement à l'écran, dans les gestes ralentis, les regards vidés. Cette attention à la temporalité du combat contribue grandement au réalisme et à l'épuisement émotionnel du spectateur. On sort de ces séquences comme d'une épreuve physique, ce qui est précisément l'effet recherché. Le traitement des armes et de la balistique évite les fantasmes cinématographiques habituels. Les fusils s'enraient, les munitions s'épuisent, les tirs manquent souvent leur cible. Cette approche pragmatique désacralise le combat, le ramenant à une question de moyens et de compétences. La bravoure, dans ce contexte, consiste surtout à continuer à fonctionner professionnellement malgré la peur et la douleur. La symbolique de la chute structure le parcours de Luttrell comme une descente aux enfers physiques et morales. Chaque chute le rapproche paradoxalement de la survie, comme s'il devait perdre toute maîtrise pour échapper à ses poursuivants. La dernière chute, dans le ruisseau, fonctionne comme une renaissance violente, un baptême dans la souffrance.
Cette imagerie quasi mythique enrichit le récit sans alourdir le symbolisme. La question du regard structure toute la mise en scène, de la surveillance initiale à la traque ultérieure. Les SEALS observent d'abord, sont découverts, puis deviennent l'objet du regard ennemi. Cette économie du regard rappelle que la guerre moderne est une affaire de visibilité et de dissimulation. La peur d'être vu, le soulagement de se cacher, deviennent des moteurs narratifs essentiels. Le traitement de la mort évite soigneusement l'héroïsation spectaculaire au profit d'une sobriété poignante. Les morts surviennent de manière soudaine, parfois anticlimatique, rappelant la précarité absolue de la vie au combat. Les dernières paroles, quand il y en a, sont techniques, concentrées sur la situation. Cette retenue face à la mort est peut-être l'hommage le plus respectueux que le film pouvait rendre à ses professionnels. L'alternance entre plans subjectifs et objectifs crée un rythme respiratoire unique. Le spectateur est tantôt projeté dans l'action par des caméras portées, tantôt mis à distance par des plans larges contemplatifs. Cette dialectique entre immersion et distanciation permet à la fois l'identification émotionnelle et la réflexion critique. Berg maîtrise ce balancement avec une habileté remarquable. La caractérisation des villageois afghans, bien que secondaire, évite les clichés exotiques. Ils forment une communauté complexe, avec ses divisions internes, ses calculs, ses peurs. Le Conseil des Anciens démontre des processus décisionnels collectifs ancrés dans la tradition. Gulab lui-même agit par devoir codifier plutôt que par simple bonté spontanée. Cette épaisseur culturelle, même esquissée, donne une crédibilité essentielle à cette partie du récit. La progression chromatique suit une logique symbolique subtile mais efficace. Des tons bleutés et froids de la base, on passe aux ocres chauds des montagnes, puis au contraste violent du combat, enfin au terreux du village. Cette évolution visuelle structure le voyage émotionnel sans jamais devenir insistante. Elle donne au film une cohérence esthétique qui renforce la narration. Le montage, particulièrement pendant les combats, maintient une clarté géographique essentielle malgré le chaos. Le spectateur sait toujours où sont les personnages, l'ennemi, les issues. Cette maîtrise technique exceptionnelle permet à l'intensité de ne jamais verser dans la confusion pure. Les transitions entre les différents fronts de combat créent une impression d'encerclement progressif particulièrement anxiogène. Et la bande originale de Peter Gabriel, composée pour le générique, offre une méditation mélancolique sur le sacrifice. Ses paroles évoquent la perte, la mémoire, le voile entre la vie et la mort. En contrepoint des images des soldats disparus, elle crée une émotion complexe, mêlant tristesse, respect et questionnement. Ce choix musical audacieux place le film dans une tradition cinématographique plus contemplative. La représentation de la technologie montre ses limites cruelles dans l'environnement hostile. Les communications sophistiquées échouent précisément quand elles sont vitales, l'équipement de pointe se révèle fragile. Cette dialectique entre haute technologie et survie primitive est l'un des aspects les plus intelligents du film. La survie finale de Luttrell doit plus à l'hospitalité traditionnelle qu'à sa supériorité technologique. Le thème de la transmission court en filigrane à travers tout le récit. Les SEALS se transmettent savoir-faire, éthique, mémoire. Luttrell, survivant, devient dépositaire de cette mémoire et doit à son tour la transmettre. Le film lui-même s'inscrit dans cette chaîne de transmission, du vécu au livre, du livre à l'écran. Cette dimension mémorielle donne une profondeur supplémentaire à l'œuvre. La douleur morale du survivant est suggérée avec une force sobre mais indéniable. La culpabilité, le trauma, la difficulté de vivre après, planent sur les dernières séquences. Le regard vide de Luttrell après le sauvetage, son isolement au milieu des secours, disent l'indicible blessure intérieure. Le film suggère ainsi que la véritable survie commence après les combats, et qu'elle est peut-être l'épreuve la plus ardue. L'architecture narrative classique en 5 actes donne au récit une solidité dramatique indéniable. Préparation, dilemme, combat, survie, sauvetage, chaque phase possède son propre rythme et atmosphère. Cette clarté structurelle permet d'explorer la complexité morale sans jamais perdre le spectateur. Les événements s'enchaînent avec une logique implacable, renforçant l'impression de fatalité tragique. La mise en scène des corps montre leur transformation de machines efficaces en choses douloureuses et impotentes. Cette dégradation physique raconte à elle seule l'histoire de la défaite et de la résistance. Les plans sur les mains tremblantes, les visages crispés, sont d'une puissance évocatrice rare. Le film désacralise ainsi le corps martial, montrant sa vulnérabilité fondamentale. L'économie de dialogue pendant les combats renforce le réalisme et l'intensité. La communication passe par des gestes, des regards, des signes brefs. Cette pauvreté du langage contraste avec la richesse des échanges lors du dilemme moral, créant un contraste significatif entre réflexion et action pure. Le film suggère que face à l'extrême violence, le langage recule au profit de l'instinct et de l'habitude. La nature apparaît comme un sanctuaire ambigu,
à la fois protectrice et mortelle. La forêt cache mais piège, le ruisseau sauve mais pourrait noyer. Cette ambivalence fondamentale reflète celle de la guerre elle-même, qui peut tuer ou épargner selon des logiques imprévisibles. Le film évite le cliché du paysage hostile pour montrer une nature indifférente, utilisable en bien ou en mal. Le parcours psychologique de Luttrell montre une résilience cognitive aussi remarquable que physique. Même brisé, il continue à analyser, chercher des solutions, s'adapter. Le film montre comment l'entraînement des SEALS forge des esprits capables de fonctionner sous une pression extrême. La survie est d'abord une affaire d'intelligence et de volonté, plus que de simple chance. L'héritage du film réside dans son approche hyper-réaliste du combat et son refus de l'esthétisation. Son influence sur le cinéma de guerre ultérieur est perceptible, notamment dans le traitement du son et du corps souffrant. Pourtant, il reste unique par son focus extrême sur une petite unité et son exploration approfondie du dilemme moral pré-combat. Son succès a prouvé que le public était prêt pour un film de guerre exigeant et sans concession. En définitive, Lone Survivor transcende son genre pour devenir une méditation sur des thèmes universels. Le choix moral dans des circonstances impossibles, les limites de la résistance humaine, la fraternité comme ultime rempart contre l'horreur. Sa force ne réside pas dans ses réponses, mais dans la puissance de ses questions. Le film ne célèbre pas la guerre, il en montre le visage le plus brutal pour honorer ceux qui y font face et nous interroger sur nos propres capacités et limites. C'est cette ambition morale, servie par une maîtrise technique exceptionnelle, qui en fait une œuvre durable et nécessaire dans la filmographie de la guerre moderne. L'ouverture du film s'articule autour de moments de vie banale au sein de la base, esquissant une normalité fragile qui précède la tempête. Cette approche intimiste, centrée sur les rituels du quotidien et les échanges informels, établit un contrat de véracité avec le spectateur. L'écriture met en lumière la dimension humaine des soldats avant leur dimension opérationnelle, rendant leur destin collectif plus poignant. L'attention méticuleuse portée aux détails d'équipement ou aux regards échangés construit une crédibilité immédiate. Le spectateur est ainsi préparé à une expérience où l'identification émotionnelle prévaudra sur la simple observation d'une mission. La présentation de l'objectif stratégique se fait avec une économie de moyens qui traduit le professionnalisme des personnages. Les briefings sont dépouillés de toute rhétorique superflue, focalisés sur les coordonnées et l'identification de la cible. Cette sobriété dans l'exposition reflète la culture des forces spéciales, l'efficacité prime sur le verbe. Les supports visuels, cartes topographiques, images satellites, deviennent des éléments diégétiques à part entière. Le spectateur est immergé dans la logique procédurale des protagonistes, partageant leur focalisation sur l'essentiel. Cette introduction technique crée un contraste saisissant avec les dilemmes moraux à venir. Et la caractérisation des 4 membres de l'équipe repose sur un subtil équilibre entre archétype et individualité. Luttrell incarne la résilience physique et mentale, Murphy le calme décisionnel, Dietz la persévérance technique et Axelson l'efficacité silencieuse. Leurs interactions, construites sur une familiarité professionnelle et une confiance tacite, établissent une dynamique de groupe crédible en quelques scènes. Cette caractérisation efficiente permet au film de se concentrer sur l'action sans sacrifier la profondeur psychologique. L'alchimie du groupe est palpable, rendant sa dislocation d'autant plus dramatique. La séquence d'entraînement, bien que brève, fonctionne comme une clé de lecture essentielle du comportement ultérieur des personnages. Ces images de dépassement physique et mental ne glorifient pas la souffrance mais en révèlent la finalité, forger une cohésion indestructible. La fraternité qui en émerge est présentée comme le véritable socle de l'efficacité opérationnelle. Cette parenthèse formative éclaire la psychologie des soldats sous pression extrême, montrant que leur force est d'abord collective. L'épreuve partagée devient le ciment d'une loyauté qui survivra à l'enfer du combat. Et la préparation de l'équipement est filmée comme un rituel méthodique, une chorégraphie de précision quasi méditative. Chaque geste de vérification, chaque ajustement, participe à la construction d'une tension procédurale. Le poids et la complexité du matériel sont rendus sensibles, préparant leur progressive dégradation comme autant de reculs symboliques. Cette séquence d'apparente routine instille un sentiment de contrôle et de préparation totale. Elle établit un ordre parfait qui sera systématiquement mis à mal par les événements, renforçant ainsi l'impact du chaos à venir. L'infiltration en territoire ennemi est traitée avec une attention particulière à l'environnement sonore et visuel. La beauté austère et silencieuse des montagnes afghanes devient progressivement oppressante. La lenteur calculée des mouvements, l'immobilité patiente des hommes, construisent une suspension dramatique d'une rare efficacité. Le paysage, d'abord écrin stratégique, se mue imperceptiblement en piège géographique. Cette séquence établit un rythme contemplatif qui rendra la violence soudaine d'autant plus brutale, tout en soulignant la vulnérabilité des hommes face à l'immensité minérale.
La découverte des bergers afghans opère comme une rupture narrative et éthique fondamentale. Le dilemme qui suit est traité avec une gravité remarquable, évitant tout simplisme moral. La discussion expose moins un conflit de valeurs qu'une collision entre impératifs pratiques et contraintes juridico-morales. Chaque argument avancé porte le poids de conséquences potentiellement fatales, créant une tension intellectuelle intense. Le film excelle à montrer comment des certitudes professionnelles bien ancrées vacillent face à une réalité contextuelle insoluble. Le spectateur est impliqué dans ce calcul tragique, partageant l'angoisse du choix impossible. La mise en scène de cette scène clé privilégie une sobriété qui amplifie sa portée dramatique. L'absence de musique, la caméra instable, les plans serrés sur des visages en sueur créent une claustrophobie morale palpable. Le temps cinématographique semble s'étirer, épousant la torture psychologique des personnages. Chaque silence, chaque regard fuyant, participe à la construction de cette impasse éthique. Cette scène demeure un modèle de tension narrative pure, où le véritable conflit se joue dans les consciences avant de se matérialiser sur le terrain. La décision de libérer les civils est présentée comme un acte de foi dans les règles d'engagement et dans une certaine idée de l'humanité. Le moment où Murphy tranche est chargé d'une solennité tragique, chaque homme mesurant le risque désormais assumé. Ce choix, conforme aux droits de la guerre et à l'éthique militaire, devient paradoxalement le déclencheur de leur tragédie. Le film évite tout jugement moral explicite, se contentant d'en montrer les conséquences avec une implacable neutralité. La libération des bergers est filmée sans dramatisation excessive, laissant planer une ambiguïté angoissante sur leurs intentions réelles. La période d'attente qui suit constitue un exercice de style dans la construction de la tension narrative pure. Le temps réel semble s'écouler, mesuré par des regards anxieux jetés vers la vallée et des vérifications nerveuses d'équipement. Le silence, rompu seulement par les éléments naturels, devient un personnage à part entière, menaçant et polysémique. La mise en scène excelle à traduire la sensation physiologique de l'adrénaline montante, de la peur contenue, de l'attente de l'inéluctable. Cette séquence exploite magistralement le suspense de l'incertitude, plaçant le spectateur dans le même état d'alerte que les personnages. L'assaut initial frappe par sa brutalité soudaine et son réalisme sensoriel déroutant. L'absence totale de musique accentue le choc acoustique des premières rafales, créant une désorientation partagée avec les soldats. Le chaos visuel est soigneusement orchestré. Pas de chorégraphie esthétique mais une confusion violente et désorientante. La caméra, tremblante et réactive, participe pleinement à cette expérience immersive. Les premiers impacts, les réactions de surprise, les ordres hurlés dans la panique, tout concourt à plonger le spectateur au cœur de l'événement sans médiation protectrice. Le combat de repli est traité comme une dégradation progressive mais méthodique, tant sur le plan tactique que physique. Les SEALS ne sont pas présentés comme des surhommes mais comme des professionnels utilisant leur entraînement pour retarder l'inéluctable. Chaque mouvement de retraite est contesté, chaque position défensive devient rapidement intenable. Cette représentation modeste de leur capacité renforce paradoxalement l'héroïsme de leur résistance. Le professionnalisme survit à la débâcle, se manifestant dans la coordination désespérée des survivants et l'économie de leurs gestes sous le feu. Les blessures sont montrées avec un réalisme clinique qui désacralise totalement la violence de guerre. Fractures ouvertes, hémorragies artérielles, traumatismes multiples, le corps souffrant devient le véritable champ de bataille. Cette insistance sur la matérialité de la douleur rappelle le prix physique exorbitant du combat rapproché. Les gestes de premier secours apparaissent dans leur rudimentaire efficacité, souvent impuissants face à l'ampleur des dégâts. Le film refuse ici toute esthétisation, montrant la guerre comme une expérience fondamentalement corporelle et destructrice. La performance de Mark Wahlberg transcende le simple héroïsme martial pour incarner une résistance d'ordre presque physiologique. Son interprétation physique de la douleur, de l'épuisement, puis de la survie instinctive, est d'une conviction absolue. Wahlberg saisit l'essence du soldat d'élite, une humilité professionnelle, une focalisation extrême sur la tâche, une loyauté viscérale au sien. Son jeu sobre, construit sur des réactions plus que sur des discours, sert parfaitement le réalisme viscéral que recherche le film. La transformation de son personnage, du soldat confiant au survivant brisé, est graduelle et profondément crédible. Taylor Kitsch incarne un leadership d'une humanité touchante, fondée sur le calme sous pression et la responsabilité assumée. Son personnage prend des décisions lourdes de conséquences avec une sérénité qui n'exclut pas la conscience aiguë du tragique. La dignité qu'il apporte à Michael Murphy rend son sacrifice ultérieur d'autant plus poignant et significatif. Kitsch montre comment l'autorité véritable en situation extrême réside moins dans l'exercice d'un pouvoir que dans le souci constant du bien de l'équipe. Sa performance évite tout pathos, préférant la retenue et la détermination silencieuse. Ben Foster, dans le rôle de Matthew Axelson,
offre une étude fascinante du professionnalisme froid se muant en fureur protectrice. Son personnage est d'abord une arme de précision, dont la valeur tient à son sang-froid technique et à son efficacité calculée. Foster montre superbement la transformation progressive de cette froideur en une rage désespérée lorsque ses frères d'armes sont menacés. Son silence éloquent, son intensité concentrée, font d'Axe une présence magnétique et inquiétante à l'écran. La scène où il continue à combattre malgré une blessure mortelle est jouée avec une intensité physique remarquable. Emile Hirsch donne à Danny Dietz une dimension à la fois pathétique et admirable, celle de l'homme dont la compétence essentielle devient inopérante. Son personnage incarne le lien vital avec l'extérieur, et l'échec technique de la radio devient une tragédie personnelle absolue. Hirsch montre magnifiquement la frustration croissante, puis le désespoir résolu, de l'homme qui ne peut accomplir sa mission primordiale. Sa performance rend palpable l'angoisse spécifique de l'isolement communicationnel dans la guerre moderne. La ténacité obsessionnelle de Dietz face à l'équipement défaillant est l'un des moments les plus émouvants du film. La direction de Peter Berg privilégie une immersion sensorielle totale au détriment de la distance esthétique traditionnelle. L'utilisation systématique de caméras portées, de plans serrés, de focales déformantes, crée une expérience subjective radicale. Berg comprend que la guerre se vit d'abord dans le corps et les sens, avant d'être interprétée par l'intellect. Sa mise en scène cherche moins à montrer l'action qu'à la faire éprouver physiquement au spectateur, dans une approche presque phénoménologique du combat. Cette esthétique du chaos contrôlé constitue la signature même du film. Le traitement sonore, récompensé par un Oscar, participe activement à la narration en créant un environnement acoustique d'une précision clinique. Chaque impact de balle, chaque craquement d'os, chaque respiration haletante est spatialisée avec un souci du détail remarquable. L'absence délibérée de musique pendant les séquences de combat accentue ce réalisme sonore brutal, plongeant le spectateur dans un bain sensoriel désorientant. Le son devient ici un personnage narratif à part entière, indiquant la proximité de la menace, la direction des tirs, l'état physiologique des hommes. Cette conception auditive élève considérablement le film au-dessus des standards du genre. La photographie de Tobias Einschlissler capture magistralement la dualité du paysage afghan, beauté majestueuse et hostilité intrinsèque. Les plans larges, épiques, soulignent l'isolement dérisoire des personnages dans une géographie écrasante. La lumière naturelle est utilisée avec une maestria subtile, créant des contrastes violents entre zones d'ombre protectrice et de lumière mortelle. La caméra ne se contente pas d'enregistrer, elle participe activement à la narration, son mouvement épousant la psychologie des personnages. Les changements de température colorimétrique, du bleu froid du matin à l'ocre brûlant de l'assaut, rythment la progression dramatique. Le sacrifice de Michael Murphy est filmé avec une lenteur délibérée qui en souligne la dimension rituelle et tragique. Sa décision de s'exposer délibérément pour tenter une transmission est présentée non comme un acte impulsif mais comme la conséquence logique de ses responsabilités de commandement. La séquence évite soigneusement tout pathos mélodramatique, montrant un geste calculé, presque méthodique, dans son héroïsme désespéré. L'échec répété des communications avant le succès final ajoute une couche d'absurde poignant à ce moment ultime. Lorsque la connexion s'établit enfin, le bref soulagement est immédiatement écrasé par l'inéluctable issue. Les chutes vertigineuses de Marcus Luttrell constituent des séquences de cinéma physique d'une violence et d'une puissance expressive rares. Filmées en plan continu qui défient les lois de la gravité apparente, elles transmettent physiquement au spectateur la sensation de chute, d'impact, de rebond chaotique. Le corps de Wahlberg devient un projectile incontrôlable, heurtant la roche avec une brutalité qui provoque une gêne presque physique. Paradoxalement, cette violence extrême le sauve en le rendant imprévisible pour ses poursuivants et en le sortant du champ de bataille initial. Le film explore ici les limites ultimes de la résistance humaine au traumatisme physique répété. La rencontre avec Mohammad Gulab introduit une perspective culturelle et morale essentielle, brisant les dichotomies géopolitiques simplistes. Gulab, interprété avec une dignité remarquable par Ali Suleiman, n'est pas un sauveur exotique mais un homme complexe, tiraillé entre traditions ancestrales, peur légitime et devoir moral. Son intervention, motivée par le code d'honneur du Pashtunwali, rappelle avec force que l'Afghanistan possède ses propres systèmes de valeurs, antérieurs et extérieurs aux conflits contemporains. Cette humanisation profonde des villageois donne une épaisseur sociologique et humaine cruciale à cette partie du récit, empêchant toute lecture manichéenne. La relation naissante entre Luttrell et Gulab se développe avec une retenue et un respect mutuel qui évite tout sentimentalisme facile. Leur communication, réduite à l'essentiel par la barrière linguistique, repose sur des gestes, des regards, une humanité partagée dans l'extrême urgence. Le film montre avec une belle économie de moyens comment, face à la mort, une reconnaissance fondamentale de l'autre peut transcender les différences culturelles les plus profondes.
Les séquences au village offrent un répit contemplatif nécessaire, dévoilant une micro-société afghane avec ses hiérarchies complexes, ses débats internes, ses peurs et ses courages. L'assaut final des talibans sur le village est traité comme un siège archaïque et désespéré, un combat d'un autre âge aux armes rudimentaires. Les villageois, pour la plupart de simples fermiers sans aucune formation militaire, défendent leur hôte avec un courage qui puise dans la tradition et l'honneur tribal. Cette séquence montre de manière fascinante comment le conflit moderne asymétrique se superpose et interfère avec des dynamiques sociales et des codes d'honneur antérieurs. La défense de la maison familiale devient une métaphore puissante de la défense d'un ordre moral et communautaire contre le chaos destructeur des insurgés. L'arrivée des renforts américains apporte un soulagement complexe, totalement dépourvu de triomphalisme naïf. Le sauvetage est lui-même présenté comme un combat violent et incertain, immédiatement coûteux en vies supplémentaires. La scène soudaine et brutale de l'hélicoptère Chinook abattu rappelle avec une efficacité glaçante qu'aucun moment, aucun espace n'est véritablement sûr dans ce type de conflit. Les soldats des forces de secours apparaissent non comme des sauveurs omnipotents mais comme des professionnels accomplissant une mission périlleuse de plus, avec leur propre vulnérabilité. Cette modestie et ce réalisme dans la représentation du sauvetage renforcent la cohérence tragique de l'ensemble du film. Le montage final, juxtaposant les photographies des soldats morts à une musique mélancolique, constitue un choix artistique fort, assumé et par nature discutable. En opérant une rupture brutale avec la diégèse fictionnelle, il ramène le spectateur à la réalité historique irréductible de la perte et du sacrifice. Ces visages souriants, ces vies brutalement interrompues, donnent un nom, un visage et une densité humaine concrète aux événements dramatiques qui viennent de se dérouler. Le choix musical de Peter Gabriel, profondément mélancolique et résolument non martial, crée une émotion complexe et ambiguë, entre hommages respectueux et interrogations douloureuses. Ce contraste délibéré entre images à connotation militaire et musique introspective ouvre un espace de réflexion critique et personnelle au spectateur. La partition musicale des Explosions in the Sky et de Steve Jablonsky crée une atmosphère sonore singulière, à la fois éthérée, tendue et profondément mélancolique. Utilisée avec une grande parcimonie, principalement lors des séquences introspectives ou des moments de préparation, elle évite avec intelligence le piège traditionnel du patriotisme musical appuyé et de l'héroïsation par les cuivres. Ces mélodies atmosphériques, ces nappes de guitare et ces synthétiseurs subtils évoquent tout autant la beauté austère des paysages que la mélancolie du destin qui s'y joue. Cette approche auditive subtile et contemplative confère au récit une dimension presque méditative sans jamais affaiblir son réalisme brutal ou son intensité dramatique. Le thème de la fraternité d'armes constitue le véritable cœur émotionnel et moral du film, transcendant de loin la simple camaraderie professionnelle. Cette fraternité se manifeste moins dans de grands discours que dans une myriade de micro-gestes, de regards échangés, de silences partagés, dans le soutien physique immédiat et le sacrifice consenti sans hésitation. Le film montre avec une grande justesse comment ce lien viscéral, forgé dans l'entraînement et cimenté par l'épreuve, devient la raison d'être ultime du combat, surpassant en importance la mission initiale ou les considérations patriotiques abstraites. La douleur la plus vive des survivants est d'abord celle de la rupture violente de ce lien sacré. C'est cette fraternité qui donne un sens humain à l'horreur et une raison de continuer à se battre, même dans une situation désespérée. Le traitement de la souffrance physique atteint un degré de réalisme quasi documentaire, refusant résolument toute esthétisation ou glorification de la violence. Le corps meurtri, mutilé, souffrant, est montré dans sa vérité crue et souvent insoutenable, rappelant avec force la matérialité destructrice et concrète de la guerre moderne. Cette insistance graphique sur le trauma corporel prépare et fonde la compréhension intuitive du trauma psychologique profond qui suivra nécessairement. Le film suggère ainsi, avec une grande pertinence, que la guerre ne se termine pas avec la dernière balle tirée, mais qu'elle se prolonge indéfiniment dans la chair meurtrie et dans l'esprit fracassé des survivants, marquant à jamais leur corps et leur mémoire. Le paysage montagneux afghan fonctionne tout au long du récit comme un antagoniste à part entière, d'une beauté majestueuse mais fondamentalement traîtresse. La montagne n'est pas un simple décor spectaculaire mais un adversaire actif, désavantageant constamment les SEALS dans leurs mouvements, limitant leurs options tactiques, leur offrant une couverture précaire. Cette personnification de l'environnement naturel rappelle une vérité militaire ancienne mais souvent oubliée. La guerre moderne, avec toute sa technologie, se heurte toujours et encore à l'immutable réalité de la géographie et du terrain. La nature dicte ici les mouvements, expose les positions, et devient un ennemi supplémentaire, indifférent et impitoyable. Cette dimension écologique et presque mythique ajoute une richesse narrative et symbolique significative à l'ensemble. Le point de vue narrativement est strictement limité aux perceptions des SEALS, crée une immersion radicale et une empathie immédiate, mais aussi une forme de cécité contextuelle assumée.
Le spectateur ne sait jamais rien de plus que les protagonistes, partageant pleinement leur ignorance des intentions de l'ennemi, leurs suppositions erronées parfois, leurs incertitudes tactiques. Cette restriction cognitive et perceptive délibérée transforme le film en une expérience partagée plutôt qu'en un récit simplement observé à distance sécurisée. Lorsque l'attaque survient, le spectateur est aussi surpris, désorienté et brutalement projeté dans le chaos que les personnages eux-mêmes, ce qui renforce considérablement l'identification et l'impact émotionnel. La restitution de la durée réelle du combat et de la survie est habilement maîtrisée, alternant avec fluidité des moments de temps dilatés, presque suspendus, et des contractions soudaines, violentes. La fatigue extrême, physique et nerveuse, s'accumule progressivement et visiblement à l'écran, se lisant dans les gestes qui se ralentissent, dans les regards qui se vident, dans les voix qui s'épuisent. Cette attention méticuleuse à la temporalité subjective de l'épreuve contribue grandement au réalisme psychologique du film et à l'épuisement émotionnel progressif du spectateur. On sort des longues séquences de combat avec la sensation physique d'avoir enduré une épreuve, ce qui correspond parfaitement à l'effet immersif recherché par le réalisateur. Le traitement des armes, de la balistique et de la logistique de combat évite soigneusement les fantasmes cinématographiques habituels pour privilégier un pragmatisme désacralisant. Les fusils s'enraient, les chargeurs s'épuisent rapidement, la plupart des tirs manquent leur cible ou sont inefficaces, les communications sont défaillantes. Cette approche résolument terre à accent grave-terre et technique désacralise le combat, le ramenant à une question concrète de gestion des moyens, de compétences pratiques et de chance. L'héroïsme, dans ce contexte réaliste, consiste moins en des actes spectaculaires qu'en la capacité obstinée à continuer à fonctionner professionnellement, à appliquer les procédures, à soutenir ses coéquipiers, malgré la peur paniquante, la douleur atroce et la conscience aiguë du danger mortel. La symbolique récurrente de la chute structure le parcours de Marcus Luttrell comme une descente aux enfers à la fois physique, morale et existentielle. Chaque chute vertigineuse le rapproche paradoxalement de la survie, comme s'il devait perdre toute maîtrise, toute verticalité, toute dignité même, pour échapper à la mort certaine. La dernière grande chute, celle qui le projette au fond du ravin et dans le cours d'eau, fonctionne comme une renaissance violente et purificatrice, un baptême douloureux dans l'élément fondamental. Cette imagerie quasi-biblique, celle de la chute et de la résurrection par l'eau, enrichit le récit de survie d'une dimension métaphorique et archétypale puissante, sans jamais alourdir le propos par un symbolisme trop appuyé ou explicite. La question du regard, de la surveillance et de la visibilité structure en profondeur toute la mise en scène et la tension narrative du film. Les SEALS observent d'abord la vallée depuis leur cachette, maîtres invisibles du champ visuel. Puis ils sont découverts par le regard des bergers, ce qui inverse brutalement le rapport de force perceptif. Ensuite, ce sont les talibans qui les traquent, les observent depuis les hauteurs, les enferment dans leur regard menaçant. Enfin, Luttrell, caché et blessé, observe les villageois puis ses sauveurs, retrouvant une position de sujet regardant. Cette économie complexe du regard, de la dissimulation et de l'exposition rappelle avec finesse que la guerre moderne, notamment asymétrique, est aussi fondamentalement une affaire de visibilité, d'invisibilité, de voir sans être vu, d'être vu sans pouvoir riposter. Le traitement des morts des personnages évite soigneusement toute héroïsation spectaculaire ou esthétisante, lui préférant une sobriété poignante et respectueuse. Les morts surviennent souvent de manière soudaine, anticlimatique parfois, rappelant avec une cruelle efficacité la précarité absolue de la vie sous le feu. Les dernières paroles, lorsqu'il y en a, sont le plus souvent techniques, concentrées sur la situation tactique ou l'état des coéquipiers, rarement sur le destin personnel. Cette retenue, ce refus du pathos dans la mort, est peut-être l'hommage le plus profond et le plus respectueux que le film pouvait rendre à ses soldats professionnels, pour qui le devoir et le souci des autres primaient jusqu'au bout sur leur propre tragédie. L'alternance maîtrisée entre plans totalement subjectifs, caméra à l'épaule, point de vue personnage, et plans plus objectifs et larges crée un rythme respiratoire unique et une dialectique narrative féconde. Le spectateur est tantôt violemment projeté au cœur de l'action, partageant la perception immédiate et confuse d'un personnage, tantôt mis à une certaine distance, contemplant la scène dans son ensemble, mesurant l'isolement ou la progression de la menace. Cette dialectique constante entre immersion sensorielle totale et distanciation contemplative permet à la fois une identification émotionnelle intense et l'émergence d'une réflexion critique et d'une prise de conscience de l'ampleur de la tragédie. Peter Berg maîtrise ce balancement délicat avec une habileté remarquable tout au long du film. La caractérisation des villageois afghans, bien que nécessairement secondaire, évite avec soin les pièges de l'exotisme pittoresque ou de l'angélisme naïf. Ils forment une communauté complexe et crédible, avec ses hiérarchies internes, ses divisions d'opinion face aux risques, ses calculs pragmatiques, ses peurs légitimes.
La scène du Conseil des Anciens démontre des processus décisionnels collectifs, ancrés dans la tradition tribale et la prudence. Mohammad Gulab lui-même agit moins par simple bonté d'âme spontanée que par un sens aigu du devoir codifié par le Pashtunwali, qu'il assume malgré les dangers évidents. Cette épaisseur socioculturelle, même esquissée, donne une crédibilité et une humanité essentielle à cette partie cruciale du récit, empêchant une lecture simpliste en termes de « bons » et « méchants » locaux. La progression chromatique subtile mais cohérente suit une logique symbolique et émotionnelle précise, participant activement à la narration. Des tons bleutés, gris et froids qui dominent les séquences à la base, univers contrôlé, professionnel, on passe progressivement aux ocres chauds, aux verts profonds et aux lumières rasantes des montagnes, beauté mais aussi danger latent. Les séquences de combat exploitent des contrastes violents entre lumière crue et ombre dense, avec des éclats ponctuels de rouge sang. Les scènes au village utilisent une palette de terreux, de couleurs naturelles, apaisantes. L'épilogue et le sauvetage reviennent à une lumière plus froide, plus clinique. Cette évolution visuelle soignée structure le voyage émotionnel du spectateur sans jamais devenir insistante ou décorative, renforçant la cohérence interne du film. Le montage, particulièrement pendant les longues séquences de combat, relève d'une maîtrise technique exceptionnelle, maintenant une clarté géographique et narrative essentielle malgré le chaos dépeint. Le spectateur, bien que plongé dans la confusion sensorielle, sait toujours où se situent les personnages les uns par rapport aux autres, d'où vient la menace principale, quelles sont les issues possibles ou bloquées. Cette prouesse permet à l'intensité dramatique de ne jamais dégénérer en une confusion pure et incompréhensible, préservant la lisibilité du récit. Les transitions fluides mais perceptibles entre les différents fronts de combat, entre les points de vue des différents SEALS, créent une impression d'encerclement progressif et de rétrécissement de l'espace vital particulièrement anxiogène et efficace. La chanson originale de Peter Gabriel, The Way, composée spécifiquement pour le générique de fin, offre une méditation musicale d'une profonde mélancolie sur les thèmes du sacrifice, de la perte et de la mémoire. Ses paroles elliptiques et poétiques évoquent le deuil, l'invisibilité des héros, le voile ténu séparant les vivants des morts. Placée en contrepoint direct des images fixes des soldats disparus, elle crée une émotion complexe et ambiguë, à la fois hommage respectueux, lamentation douloureuse et interrogation existentielle. Ce choix musical audacieux, loin des hymnes patriotiques traditionnels, place résolument Lone Survivor dans une tradition cinématographique plus contemplative, plus critique peut-être, et résolument tournée vers le deuil et la mémoire plutôt que vers la célébration guerrière. La représentation ambivalente de la technologie moderne constitue l'un des aspects les plus intelligents et les plus réalistes du film. D'un côté, les SEALS sont équipés du matériel le plus sophistiqué, radios cryptées, viseurs électroniques, équipements de protection de pointe, symbole de la supériorité technologique américaine. De l'autre, cette technologie échoue précisément au moment où elle est la plus vitale. Les radios ne passent pas, les batteries sont défaillantes, le matériel est perdu, endommagé ou inefficace. Cette dialectique constante entre haute technologie et survie primitive, entre dépendance au système et retour à l'instinct, est finement observée. La survie finale de Marcus Luttrell devra paradoxalement plus à l'hospitalité traditionnelle d'un village afghan et à sa propre résistance physique qu'à la supériorité technologique de son équipement initial. Le thème de la transmission des savoir-faire, des valeurs, de la mémoire court en filigrane à travers l'ensemble du récit, lui conférant une dimension mémorielle et presque testamentaire. Les SEALS se transmettent en permanence des procédures, des gestes techniques, une éthique professionnelle et un code de l'honneur. Marcus Luttrell, en tant que survivant, devient le dépositaire ultime de cette mémoire collective, celui qui doit porter le récit, témoigner pour les absents, honorer leur sacrifice. Le film lui-même s'inscrit dans cette chaîne de transmission, opérant le passage du vécu traumatique au livre de témoignages, puis du livre à l'œuvre cinématographique. Cette dimension métatextuelle et mémorielle donne une profondeur et une gravité supplémentaires à l'entreprise cinématographique, qui se veut autant hommage que récit. La douleur morale et le traumatisme psychologique du survivant, bien que non explorés en détail, le film s'arrête avant, sont fortement suggérés dans les dernières séquences avec une grande justesse. La culpabilité du survivant, le choc post-traumatique, l'impossibilité du retour à une vie normale plane sur le visage vide et choqué de Luttrell après son sauvetage. Son isolement au milieu des soldats de secours, son regard perdu, disent avec une éloquence silencieuse l'indicible blessure intérieure, bien plus difficile à soigner que les blessures physiques.